Alors une vidéo enregistrée avant-hier avec Richard Boutry et qui fonctionne bien puisque sur sa chaîne elle bat les records. On a parlé à bâton rompu de tous les sujets de l'actualité, les sujets du pouvoir, les sujets de la guerre, pas que la guerre sur le terrain militaire, mais également la guerre dans le domaine de la santé publique, de l'alimentation et également de la censure, de la possibilité de penser librement, de la possibilité d'agir librement, de la possibilité de vivre tout simplement librement. On a passé un bon moment, j'espère que ce sera le cas également pour vous. Je continue à considérer que le média véritablement qui m'intéresse, qui me motive le plus, c'est le média Substack. Donc voilà, au cours des derniers jours, j'ai posté régulièrement sur Substack justement, et là aussi je suis véritablement content parce que ça vous plaît, donc ça vous intéresse. Vous reprenez du plaisir à lire, à attendre ces lectures régulièrement. Alors certains d'entre vous trouvent que les lettres arrivent peut-être un peu régulièrement, ils ont du mal à suivre, que parfois des sujets reviennent avec des parties qu'ils avaient déjà lues quelques semaines ou quelques mois avant. C'est normal, d'une part parce qu'il y a sans cesse des nouvelles personnes qui rejoignent cette aventure, et surtout je tiens à ce que chaque lettre puisse se porter elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin comme s'il y avait des notes en bas de page, des rappels pour ceci, pour cela, aller voir dans telle autre lettre, parce que ça deviendrait impossible à lire. Et puis aussi, dans mes méthodes pédagogiques, il y a toujours cet aspect véritablement de la répétition. Donc je pense que c'est important de répéter sans cesse pour que ça rentre. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la version lue des lettres qui est sur Patreon, et je vous recommande donc dans les lettres sur Substack. Donc c'est substack.com, substack.com. Mon nom c'est Bertrand55, mais vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et alors c'est quoi en fait? C'est une newsletter. Donc c'est comme si au lieu de recevoir un journal en version papier ou un magazine, eh bien vous recevez le journal en version électronique. Vous avez la possibilité de l'imprimer, vous avez la possibilité, si vous téléchargez l'application, de l'écouter, ou si vous allez sur une autre application avec un lien, eh bien là c'est une voix humaine qui lit la lettre pour vous. Donc voilà, j'espère que vous serez toujours plus nombreux à lire les lettres Substack, d'une part parce que c'est motivant pour moi, et d'autre part parce que je pense réellement que c'est intéressant. Donc bonne vidéo, merci de vos commentaires, merci de vos partages, et surtout j'espère voir beaucoup d'entre vous rejoindre Substack pendant ce week-end, parce que j'y ai posté une lettre que je considère extrêmement importante, qui est un peu comme une synthèse, une lettre étape, une lettre qui décrit une forme de rapport intermédiaire de la situation, en particulier dans le domaine de une forme de prise de contrôle de la société humaine par la machine ou par des personnes machines, c'est-à-dire des personnes froides, des personnes sans âme, des personnes déconnectées. Alors certains les appellent les psychopathes, d'autres les appellent, comme Poutine, les vampires. Moi je les appelle les adorateurs du diable ou les lignées Khazars. En général vous les connaissez, mais les pires
sont évidemment infiltrés. Et c'est toujours pareil, cette phrase, le plus grand talent du diable, c'est de passer inaperçu, voire même de laisser croire qu'il n'existe pas. Eh bien, si vous avez vu le film Usual Suspect, vous voyez très bien ce que je veux dire. Celui qui a l'air d'être un idiot, celui qui a l'air d'être quelqu'un d'absolument incompétent et qui est là par hasard parce que des personnes ont décidé qu'il allait être là parce qu'il était soi-disant facile à manœuvrer et à manipuler, eh bien peut-être que cette personne est en réalité le plus que usual suspect. Voilà, je vous souhaite donc un bon moment à regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre fidélité, votre intérêt. Vous pouvez me contacter comme toujours à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com. Merci à tous, au revoir. Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Alors, je viens d'apprendre qu'il y avait une erreur qui s'est produite sur Twitter. On me met que ceci est généralement temporaire, attendez un moment, puis réessayez. Bon, je sais pas comment je peux réessayer, mais passer au direct, a priori, ça devrait fonctionner. C'est dommage parce que Twitter, on a de plus en plus de monde qui nous suit. Non, visiblement pas. Je sais pas, il y a un problème sur Twitter. Bon, je suis absolument désolé pour ceux qui nous suivent sur Twitter, ils vont basculer sur YouTube. En tout cas, quelle joie d'accueillir ce soir cet homme que je suis maintenant depuis des lustres. C'est vrai que j'avais hésité à le contacter à plusieurs reprises et puis finalement, grâce à une amie interposée, on a réussi finalement à se joindre. Il est avec nous ce soir et c'est une très belle personnalité de la résistance. Quoi qu'on en dise, parce qu'il est critique. Bon, on les abordera parce qu'ici on se dit tout et en toute transparence. Voilà. Alors tout d'abord, on va montrer, c'est Bertrand, donc qui est avec nous, Bertrand Schoeller, qui a vécu vraiment des épisodes extrêmement douloureux, extrêmement difficiles, qui va nous relater dans cette émission. Une émission vraiment onde de choc, hein, à suspense, parce que tout ce qu'il a vécu mérite quasiment un livre, hein, Bertrand. Tu es en train d'écrire, j'espère. Oui, je suis en train d'écrire un livre, mais qui ne me concerne pas vraiment, en fait, qui concerne ce qui se passe dans le monde. Mais je suis un petit personnage du livre, un peu volontairement, en fait, pour sans cesse connecter le livre à la réalité, au temps qui passe, au temps qui était et au temps qui est en train de devenir, en fait. Et je pense que toi, comme moi, on est tous les jours sur le pont pour essayer d'alerter et dire on a un rôle pour éviter la catastrophe qui s'annonce, parce que chaque jour plus, entre l'OMS, Gaza, l'Ukraine, les États-Unis, les bitcoins, les machins, ils nous préparent une potion pas du tout magique, hein. Alors que moi, je sois sur le pont, à la limite, c'est normal, c'est mon métier depuis 35 ans d'être sur le pont, d'être sur les théâtres d'opération, d'être sur les théâtres de guerre, d'être à l'antenne, en plateau, en direct, faire des reportages et autres. Mais toi, c'est assez surprenant compte tenu de ton parcours. Alors, justement, avant que les gens arrivent en masse, là, ils sont déjà plusieurs centaines, mais c'est quoi, ton parcours est quand même complètement atypique parce que tu as fait des études à la fois scientifiques et à la fois littéraires. C'est ça qui est complètement dingue. Et puis, pas des moindres comme études. Ouais. Parfois, en fait, on pourra parler de ça, des études et tout, mais j'aime bien l'histoire de Forrest Gump. Si tu te rappelles le film, bien sûr, c'est quelqu'un d'un peu normal. Ouais. Et finalement, il est toujours là où il faut ou là où il faut pas, quand il faut ou quand il faut pas. Et finalement, sa vie est assez incroyable, mais il a jamais vraiment voulu ça. En fait, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est-à-dire, évidemment, j'avais peut-être des prédispositions, mais tout ce que j'ai vécu est arrivé sans que je le cherche. Et d'ailleurs, quand j'avais des choses dans ma vie qui feraient rêver n'importe qui, en général, ça me faisait fuir parce que c'était pas moi, c'était pas ce que je voulais faire. Et donc, c'est comme si tout m'avait destiné à faire ce que je fais maintenant, à me préparer à faire ce que je fais maintenant, puisqu'en réalité, toi, tu es un journaliste, tu étais un des journalistes les plus connus, les plus reconnus de France. Et puis maintenant, c'est un peu un pèlerinage de pain sec et d'eau froide, quoi. Parce que tu as choisi voilà, une voie spéciale. Mais moi, si tu veux, quand le Covid arrive, je peux parler de ça parce que ça correspond à une étape de ma vie.
à haut niveau, en fait, tout ce qui concerne les vaccins. Quand l'Ukraine arrive, c'est un sujet que je maîtrise bien, donc sur lequel je peux parler. Parce que contrairement à beaucoup de monde, j'ai été souvent en Russie, mais j'ai quasiment vécu aux États-Unis et dans plein de pays du monde. Quand le génocide de Gaza commence, euh, c'est pas une surprise. Tu vois, c'est un peu cousu de fil blanc. Et donc, bah, j'ai tout de suite les bons réflexes. Par exemple, quand il y a un assassinat cette nuit, mais je suis pas quelqu'un qui va être extrêmement sensibilisé par l'image hollywoodienne de la scène. Et c'est terrible, hein, il y a eu des morts, etc. Il y a quelqu'un qui a commis un crime. Mais quand c'est tellement, tu parles de l'ambassade d'Israël avec les morts. Quand c'est tellement incroyable. L'un des deux, on a appris là, l'un des deux est chrétien. Hein. Oui, mais justement, mais non, mais c'est, ouais. mais c'est justement parfait. C'est un musulman, Free Palestine, qui tue un chrétien et une juive qui allait se marier à Jérusalem. Enfin, mais même moi qui écrirais un livre, j'oserais pas écrire ça. Donc ça ressemble vraiment à une action du diable en fait. Et parce que je ne crois pas aux coïncidences, mais ça j'aimerais vraiment qu'on le développe tout à l'heure parce que j'ai beaucoup écrit dessus aujourd'hui. Tu sais, mon média principal, hein, c'est plus X parce que les gens zappent, etc. Donc toi, tu as cette force de faire les minutes de Ricardo qui durent 2-3 minutes. Mais moi, tu vois, j'aime les longs développements, j'aime, tu vois, je sais que faire pousser des plantes dans un jardin, ben, ça prend une saison, parfois 2, 3, 4 saisons. Et donc, j'ai ce côté très patient, tu vois, très paysan. Bon, je veux m'assurer que les gens qui me suivent, ben, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, il y a des choses qu'ils en retirent. Et ce qui est fascinant d'ailleurs, mais tu dois vivre la même chose, c'est que parfois tu essaies de faire un raisonnement long par écrit, mais les gens regardent que la photo ou la première phrase et ils comprennent pas qu'en fait tu fais un raisonnement par l'absurde ou tu mets une photo qui est là pour capter l'attention, mais en fait tu dis quelque chose d'inverse, tu sais, comme Rousseau avec l'esclavage des nègres, où il fait semblant de dire que c'est génial, mais n'importe quelle personne de sensé comprend qu'il fait une critique terrible de l'esclavage. Ouais. Tu sais, mais les gens ne comprennent plus ça. Ouais. En fait, ils sont complètement pavloviens. Le deuxième et troisième degré auquel les gens n'ont pas forcément accès, quoi. Ouais, c'est un niveau de. Mais ils font pas l'effort. Ils ont accès, mais ils font pas l'effort. C'est un problème intellectuel, c'est un problème d'instruction, c'est quoi à la base? Non, c'est que les gens ne savent plus consacrer du temps à quelque chose, et quand ils se posent des questions, ils ne savent plus poser la question, et donc ils jugent, ils en déduisent. Tu vois, par exemple, ce qui fait qu'on se parle ce soir, c'est qu'en fait, il pouvait y avoir entre nous des malentendus, mais on s'est jamais affronté sur les malentendus. On a attendu le jour où on allait en parler, tu vois, face à face, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de malentendus, que c'était juste un brouillard qui avait été créé, amplifié ou autre. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, quand j'annonce que je passe chez toi, il y a des gens qui me disent tu devrais pas, et toi, quand tu annonces que je passe chez toi, il y a des hordes qui te disent tu devrais pas. Il n'y a, pas des hordes, il y a pas des hordes, il y a pas des hordes. Il y a eu quelques critiques, alors on peut comme ça les évacuer, ça va être très rapide en ce qui concerne. Après, tu me diras, moi, quelles sont les critiques à mon égard, mais on s'en fout de ça. À la limite, les spectateurs s'en foutent royalement. Ah, ça se Bon, bah, j'espère qu'il va revenir, notre ami Bertrand, parce qu'il était passionnant, mais il est dans sa voiture. On avait fait des essais, mais il avait des problèmes de connexion là où il était. Donc, il a pris sa voiture, il s'est un peu éloigné de là où il était, et puis il est sorti de la forêt, puisqu'il est dans une forêt, pour rien vous cacher, et il m'a dit que ça marcherait à nouveau. Bah, je pense qu'il est de nouveau parmi nous. Bertrand, tu es là? Alors, on a quelques difficultés à pouvoir l'avoir. Ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va vous montrer la première des minutes de jour que je voulais vous montrer concernant cette fameuse guerre en Ukraine, puisque j'ai quand même eu des informations de première importance et exclusives. Je dis bien exclusives. Regardez plutôt. Bonjour à tous. Il était 6 heures du... Ah, c'est pas celle-là, désolé. C'est celle-là. C'est grâce à ce périple effectué à l'heure actuelle en Europe de l'Est que j'ai pu me procurer ces images à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe. Les troupes du colonel Philippe des bataillons d'Angoulême font partie de 7 manœuvres militaires françaises aux portes de la Russie, en première ligne, avec des soldats de 14 pays qui sont sur le qui-vive, présents non loin d'ici, en Pologne, dans les pays baltes, pour se défendre contre une éventuelle ou prétendue attaque russe. Eh bien, ces jeunes Français veulent pourtant naturellement bien faire, happés par cette soif de guerre inextinguible de nos dirigeants. Ils ne sont pas là pour la paix,
Ils veulent la guerre, conditionnés comme ils le sont par nos irresponsables aujourd'hui au pouvoir, pour protéger les frontières contre une éventuelle invasion des Russes. Alors, défendre qui, quoi, comment, dans quel but, pour quel objet, eh bien, ça, ils ne le savent pas. C'est pas leur problème. Ils sont là tout simplement pour obéir. Obéir, et pourquoi pas mourir. C'est le plus grand des mépris pour la vie de ces jeunes hommes, de ces jeunes soldats, mais pour ce pouvoir en France à l'heure actuelle. La vie humaine n'a pas de valeur. On le voit encore avec ces lois iniques qui seront votées la semaine prochaine au Parlement. Nous sommes que de simples numéros, nous sommes des objets, de simples produits à l'obsolescence programmée. Alors, tous ces jeunes soldats sont là, à la frontière russe, non pour défendre nos propres frontières, non pas pour défendre nos propres quartiers, non pas pour défendre nos intérêts nationaux, mais bien à l'autre bout de l'Europe, pour une mission qui leur échappe totalement. Mais pour quelques milliers d'euros, ils le font quand même. Constituer des soi-disant digues humaines contre l'envahisseur, le si redouté ours blanc, et répondre ainsi aux ordres, aux injonctions de leur commandement en chef, poussés, cravachés par cette incroyable provocation de nos dirigeants politiques. Mais les conditions, ici, il faut le savoir, sont extrêmement difficiles pour eux. Et ce pour trois raisons. D'abord, ils sont enfermés la plupart du temps dans des granges. Ils ne peuvent sortir que lors de quelques créneaux accordés, comme on le voit ici. Surtout, ils ne doivent pas être repérés. Certains soldats français sont si jeunes qu'ils viennent, paraît-il, à peine de terminer leur scolarité. Ils ne parlent pas anglais pour la plupart et sont au milieu de bataillons de 14 000 soldats déployés ici depuis le 5 mai. Des unités de plus de 10 pays qui participent à cet exercice, notamment des forces du Royaume-Uni, du Canada, de Lettonie, de la Finlande, de la Suède, du Danemark, d'Allemagne, de Pologne et du Portugal. Ils font partie d'une génération de jeunes Européens qui seront sacrifiés. C'est un vrai scandale, un de plus dans cette guerre contre la Russie, pour une cause qui bien sûr leur échappe. Comment parviennent-ils à se coordonner au milieu d'une vingtaine de langues, eux qui, pour la plupart, je vous le disais, ne parlent pas un mot d'anglais? Une grande variété également de systèmes d'armes sur lesquels ils ne sont bien sûr pas formés, et différents canaux radio qu'ils ne comprennent même pas, le tout sous un seul et même commandement. Eh bien, cet exercice de l'OTAN dans les pays baltes se déroule dans ces zones rurales, dans des forêts, des villages qu'on appelle communautaires. Eh bien, parmi les participants figurent des militaires d'active, des conscrits, des réservistes. C'est ce qu'ils appellent trivialement la dissuasion. S'ils ont lieu, ces affrontements en première ligne contre les Russes, ce sera malheureusement pour eux implacable, sans pitié. On se souvient du reste de cette campagne de Russie où, à l'époque de Napoléon, sur 530 000 soldats envoyés par Napoléon sur place, eh bien 10 000 seulement sont revenus vivants. Ils risquent vraiment de se lancer dans ce qu'on pourrait appeler un remake tragique. Merci de partager. Voilà Bertrand, je ne sais pas ce que tu en penses là, mais c'est cette chair à canon qu'on envoie là-bas de ces 6 jeunes soldats qui ont à peine le bac. Hein, et... Bah, déjà, quasiment depuis le début de l'opération spéciale russe, on a énormément de troupes françaises qui sont en Roumanie, qui sont là-bas. On sait également, quasi avec certitude, parce que les Russes l'ont dit, enfin il y a beaucoup d'éléments, qu'il y avait pas mal de forces spéciales qui ont été présentes sur le front réellement en Ukraine, mais il n'y a pas d'image comme celle que tu as obtenue pour les troupes dans les pays baltes. Ce qui est certain, c'est que la France est véritablement le pays qui pousse le plus dans ce domaine. Et avant-hier, il y a eu un sondage qui a été fait par un grand média russe, donc c'est vraiment un sondage qui a une valeur, et où il demandait aux Russes quels sont d'après vous les pays qui sont nos plus grands alliés et les pays qui sont nos plus grands ennemis. Eh bien, le plus grand allié, selon les Russes, c'est la Chine. Le deuxième plus grand allié, selon les Russes, c'est la Biélorussie. Et le troisième, c'est la Corée du Nord. Et ensuite arrive l'Iran, etc. Eh bien, le plus grand ennemi, et ça, c'est vraiment une grande surprise parce que je ne m'attendais pas à ça, c'est la France. 48% arrive derrière l'Angleterre, puis l'Allemagne, puis très loin derrière les États-Unis. C'est-à-dire que les Russes ont bien compris que les 3 pays qui veulent vraiment une confrontation avec eux, et je parle du peuple, hein, je ne parle pas des dirigeants qui savent ça encore mieux que tout le monde, ont bien compris que la France était le fer de lance depuis bien avant le lancement de l'opération spéciale. Puisqu'en fait, c'est quasiment depuis que Macron est élu, la Russie est en tête de son tableau de chasse. On se rappelle l'accueil de Poutine à Versailles.
où Macron, qui était un jeune président, il essayait de traiter Poutine comme un moins que rien, en fait. Et même Poutine le reprenait en lui disant, mais qu'est-ce que vous dites? Mais devant tout le monde, vous dites, on dit, on a, mais moi je ne sais pas de qui vous parlez. Mais évidemment, nos médias reprenaient pas ça, montraient pas à quel point Poutine, en temps réel, montrait la bouffonnerie de notre chef de l'État, qui prétendait, tu sais, comme disent toujours et souvent les gens qui essayent de faire de l'esbrouf, oui, on a les preuves, on a les éléments de l'infiltration des médias russes dans la société pour essayer puisqu'en fait, c'était pour justifier ce que finalement il a réussi à faire, interdire RT, interdire Sputnik, interdire tous les médias russes, et faire la même chose avec la plupart des médias finalement qui déplaisent. Puisque ce qui nous arrive à nous est arrivé immédiatement, en fait, à partir du moment où on a commencé à censurer. Il y a un petit problème de son avec toi, là, maintenant. De nouveau, notre ami Bertrand a disparu. Bon, c'est vrai que là, c'est pas très sécurisé ce soir comme liaison, mais il va revenir très très vite. Le voilà du reste. Mais non, c'est quelqu'un qui essaie de m'appeler, en fait, comme je suis sur le téléphone. Donc on essaye, et s'il me rappelle encore une fois, je vais lui dire d'arrêter, parce qu'il ne sait pas. Mais en tout cas, ce que j'étais en train de dire, c'est que à chaque fois qu'on laisse quelqu'un se faire censurer, comme RT, et bien même les grands médias qui sont pas du tout sur la ligne de RT ou de Sputnik, ce qu'ils savent pas, c'est qu'en fait, ça leur arrivera après. Tu sais, il y a ce livre d'un auteur qui s'appelle Cressman Taylor, et c'est inconnu à cette adresse. C'est un livre qui parle en réalité de l'antisémitisme et des gens qui laissent faire. Mais à la fin, ça te revient toujours comme un boomerang. C'est-à-dire que si tu laisses faire du mal à quelqu'un, à ton frère humain, eh ben, un jour ou l'autre, ça se rapprochera de toi et ça tombera sur toi. Et on voit avec les médias, petit à petit, ça va tous nous toucher. Parce que les lois qui sont en train d'être préparées, tout à l'heure, tu parlais des lois sur l'euthanasie. Ouais. Mais dès que Bayrou a fait passer l'euthanasie, et c'est pas pour rien que Bayrou est le premier ministre de l'euthanasie, un centriste chrétien qui se bat pour l'euthanasie. Ouais, chrétien à Franck, mais bon, chrétien. Oui, oui. Non, mais t'imagines le travers, parce que Macron, il a toujours choisi ses premiers ministres pour une mission. Tu sais, il en a changé beaucoup. Ouais, et en fait, ils avaient chacun un job très particulier. Ouais. Et il est très possible que le job du prochain, ce soit ces lois qui sont dans le pipe sur l'antisionisme. Ça pourrait très bien être Taillot, ça pourrait être... Parce qu'en fait, il débranche tout le monde au fur et à mesure en faisant ça. Et il divise et il maintient son règne en ayant l'air d'être un abruti, ce qui n'est pas du tout. Alors, il maintient son règne, mais d'un autre côté, tu dis que très clairement, là, il risque de sauter vraiment d'ici peu, quoi. Il va pas tenir en place très longtemps. C'est pas possible, quoi. On voit vraiment, Bertrand, que la colère monte, elle gronde, on l'entend siffler. C'est pas possible. On va pas tenir comme ça éternellement. Oui, mais regarde ce qui vient de se passer ce matin. Et c'est très, très important de voir. On avait véritablement un isolement de Macron et un isolement de Netanyahou. Tu vois, Trump voulait plus leur parler. Et c'était vrai. Trump était en train de négocier avec le Yémen, il négociait avec l'Iran. Il voulait plus faire intervenir Netanyahou parce qu'il voyait bien que c'était des gens dangereux. Il le savait parce qu'il a vu les dossiers JFK, il a vu les dossiers Epstein, il a vu le dossier du 11 septembre. Maintenant, Trump, il est totalement débriefé sur ces choses-là, totalement. Et on le sera sans doute un jour, on peut l'espérer. Mais Macron était aussi en train de se faire débrancher par rapport à l'Ukraine, puisque Poutine et Trump parlaient ensemble. Mais là, ce qui se passe, c'est que ni la Chine ni la Russie ne sont prêts à laisser tomber l'Iran et Gaza. Or, maintenant, Trump est en train de prendre fait et cause pour Israël, pour crocher Gaza, puisque là, le piège est refermé. Netanyahou flatte Trump en disant « c'est une idée géniale, son idée de faire une Riviera, il faut virer tous les Gazaouis ». Là, maintenant, il vient d'y avoir un assassinat à Washington, donc ça justifie de le faire. Netanyahou était en direct sur les télés français ce soir en disant « ah, les Français, vous avez vraiment rien compris, vous êtes heureux d'avoir des violeurs, des machins, des trucs, vous voyez ce qui arrive à Washington avec Trump qui hésite, vous voyez ce qui va vous arriver en France, donc aidez-nous à les tuer, aidez-nous à faire un génocide ». Mais c'était vraiment la dialectique, la même que Smotrich, etc. Et donc, eh bien, Poutine maintenant sait que Trump, malheureusement, il est perdu. Il est pris dans cette tempête et il va avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Donc, il risque de céder sur Gaza, il risque de céder encore plus sur l'Iran.
Et donc, les Russes vont pas pouvoir continuer à discuter avec eux sur l'Ukraine, parce qu'ils savent que s'il fait ça, et c'est pas un homme de paix, si tu veux, s'il laisse ça se passer. Donc, comment croire quelqu'un qui laisse ça dire je veux la paix en Ukraine? Et donc, Macron redevient le mec qui avait raison depuis le début, qu'il n'y avait pas de paix possible avec Poutine, et donc il fallait attaquer. Donc, il n'est pas sorti du jeu. Au contraire, en poussant Trump avec Netanyahou, parce qu'ils font la paire, et aussi avec le pape qui fait semblant de vouloir la paix, alors qu'il n'utilise pas le mot génocide quand il parle de Gaza, il n'utilise pas le mot famine quand il parle de Gaza, il n'utilise pas le mot crime contre l'humanité quand il parle de Gaza, et quand il parle de l'Ukraine, il présente ça comme la faute des Russes. Il faut écouter la messe du 18 mai du pape, qui ensuite a même reçu en audience privée Zelensky. Il le reçoit le premier. Et qui reçoit après? Le président israélien. Il a même dit que le peuple ukrainien était un peuple martyr. Oui, non, mais alors qu'il ne l'a pas dit pour les Palestiniens. Alors que le peuple ukrainien continue à recevoir du gaz des Russes, de l'électricité des Russes, etc. C'est-à-dire les Russes maintiennent sous perfusion ce pays dont les dirigeants, parce que évidemment l'Ukraine, les Russes considèrent que c'est un pays frère ou sœur, ou appelle ça comme tu veux, mais dont les dirigeants ne veulent que créer l'apocalypse en Russie. Pas pour eux, parce qu'en fait ils œuvrent pour les marionnettistes, parce que quand tu regardes en fait le parcours de Zelensky, si tu veux, il n'y a pas beaucoup de doutes, et il n'y a pas beaucoup de doutes sur qui tire les ficelles. Parce que quand tu regardes le profil de tous les gens qui ont fait la carrière de Zelensky, tu te dis putain, mais c'est pas possible. C'est un sketch. C'est un sketch. On en a beaucoup parlé effectivement avec Xavier Moreau, là, qui vient tous les samedis sur notre antenne et qui est vraiment un connaisseur de ce, qui a une connaissance du système et de qui est Égérie, qui est Pygmalion là-dedans. Et effectivement, on aura bien décelé qu'il a été placé. Donc toi, c'est un peu ta philosophie qu'on sent depuis le départ, c'est que tout ça n'est qu'un jeu, tout ça n'est qu'une pièce de théâtre, et qui tire les ficelles derrière tout cela, en fait, c'est ça. Alors, on va en reparler, on va en reparler dans cette émission, mais c'est vrai qu'on aimerait quand même dès le départ, même si ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on est ensemble, évoquer, je l'ai fait dans la minute, alors je suis pas sûr de rediffuser la minute, parce que je sais qu'on a des problèmes de liaison, donc je profite du fait que tu sois là en direct, pour ne pas rediffuser forcément la minute, les gens pourront aller la voir. Elle posait un peu le décor de cette émission et de présenter. Bon, maintenant, on arrive à voir qui tu es. Bon, même si les gens te connaissent aussi par ailleurs, bien entendu. Mais c'est vrai que t'as vécu quand même l'horreur absolue, quoi. Un jour à 6 heures du matin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sont-ils venus comme ça, taper à ta porte, frapper à ta porte, réveiller tout le quartier ou presque, et puis créer la stupeur, la stupéfaction, et t'amener surtout en garde à vue, et ensuite, pendant 10 heures, devant un juge, et pas qu'un juge, hein, il y avait plusieurs magistrats, visiblement. Alors, déjà, il toque à ta porte violemment dès 6 heures du matin. Bon, bah ça, c'était lié au fait, sans doute, que je dormais, et pour se faire entendre, tu vois, ils ont dû peut-être toquer moins fort, et puis ils se sont mis à toquer plus fort, mais ils toquent fort. Et puis ensuite, tu dis qui c'est, et puis t'entends la police et tout, enfin bref. Donc moi j'ouvre, c'était la première fois évidemment de ma vie que ça arrivait, donc je devais être en caleçon, tu vois, t-shirt, parce que je voulais pas créer encore plus de stupeur en disant attendez, je vais m'habiller, parce que je me disais si je fais ça, les mecs ils vont peut-être défoncer la porte en croyant que j'ai une autre intention. Donc ils sont calmes, ils sont trois, c'est très très impressionnant, vraiment c'est très impressionnant, et tu sais pas pourquoi, donc ils te demandent si tu sais pourquoi, mais évidemment tu sais pas pourquoi. Et ils me disent, une fois que tu as signé un certain nombre de papiers, parce qu'ils te le disent pas tout de suite en fait. Donc tu signes des papiers, je sais même pas trop ce que je signais, qu'ils étaient rentrés, qu'ils allaient le droit de fouiller, de machin, etc. Parce que de prendre ton téléphone, ils prennent tout de suite ton téléphone, tout ton matériel informatique, parce qu'ils avaient le droit de faire ça. Ils avaient une. Alors donc soit tu le faisais en acceptant, soit ils le prenaient sans que tu acceptes. Mais de toute façon. Ils avaient la mission, quoi. Les charges ça faisait partie de leur mission. Ouais. Et donc ça, c'est très impressionnant parce qu'en fait, ton téléphone, c'est quelque chose d'intimement personnel, si tu veux. C'est pas, c'est presque comme une brosse à dents, quoi. Tu vois, aujourd'hui, nos téléphones, voilà. Tu partages pas, quoi. Et puis. Ouais. Et puis c'est ton code de téléphone, tout. Et si tu donnes pas, en rebolote, c'est et puis ensuite ils te disent voilà, il y a une plainte de Brigitte Macron. Alors là, franchement, c'est
la première nouvelle, si tu veux. Moi, j'ai jamais menacé personne de mort, j'ai jamais fait rien de mal. Le sujet, entre guillemets, de genre, c'est un sujet que je traite très très peu, mais tu vois, comme un sujet d'information, comme toi tu le fais. Tu vois, comme un journaliste citoyen, il y a un phénomène de société, il y a un certain nombre de personnes qui s'engagent, il y a des procès, il y a des livres, il y a des articles. On peut pas faire semblant que ça n'existe pas, sous prétexte de dire que ça existe, ça peut nous emmener en difficulté. Tu vois, c'est pas comme ça que fonctionne le monde. On n'a pas à s'auto-censurer. Mais disons que c'est pas le cœur de mon sujet, puisque moi, le cœur, c'est l'eschatologie à l'échelle internationale, comme tu vois. C'est là que ça me ramène. Et pour comprendre la place de Macron, évidemment, son couple est quelque chose d'infiniment étrange. Et ça, je le dis sans problème, parce que la Terre entière le sait. C'est pas un couple classique. Et en fait, leur histoire, rien n'est classique. Mais, tu vois, je sais qu'il y a des gens, des plaintes, parce qu'ils ont fait un portrait de lui avec la tête décapitée ou des choses comme ça. Donc, c'est pris comme une plainte de mort. Je sais qu'il y avait eu, il y a eu d'autres personnes qui étaient en garde à vue parce qu'ils avaient délaissé des messages menaçants sur son téléphone ou ailleurs. Mais je comprends pas. Et là, quand il me dit si, c'est vraiment une plainte d'elle, et c'est pas une plainte contre X, c'est une plainte contre vous. T'imagines la femme du président de la République qui porte plainte contre moi. Moi qui fais partie d'aucun réseau. Quelle reconnaissance suprême. Quelle reconnaissance suprême. Ouais, bah non, mais je m'en passerai de cette reconnaissance. Et tu vois, j'ai pas de relais. Autant quand je découvre que Aurélien est dans la même nasse, bah, je comprends. Aurélien, il faisait Zoé Sagan. Donc lui, il faisait 80% pendant cette période-là, c'était elle, hein. C'était Brigitte, hein. Et Coé, etc. Et donc c'était un sujet qui était au cœur de son analyse. Il était connecté avec les Américains, il était connecté avec tout. Donc c'était pas étonnant, mais il le faisait, voilà, à sa manière. Et donc c'était peut-être moins étonnant mais moi ça n'avait pas de sens. Et j'ai compris au fur et à mesure qu'en fait, puisque comme tu as dit, il y a eu 10 heures d'interrogatoire, donc 7 heures le premier jour, 3 heures le lendemain, qu'en réalité, ils avaient fait un casting exactement comme la Star Academy. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris des personnes qui faisaient l'éventail complet des gens qui osent aller sur Internet et s'exprimer sur Internet. Ouais, ils ont pris... encore. Ouais, exactement. Et l'excité, en fait, tu sais, la personne qui est complètement vulgaire, complètement... tu vois, il y a des gens, tu dois en avoir qui te suivent, tu dois avoir, où il n'y a pas de mesure, hein, si tu veux, dans leurs propos, c'est complètement débridé. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver en octobre avec la brochette parfaite. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à avoir des articles dans Le Canard enchaîné, dans Charlie Hebdo, dans Elle, dans tout ça, qui nous ont déjà jugés avant même que le procès ait commencé, mais comme une espèce de bande plus ou moins organisée. C'est ça, parce que c'est le gros travers, en fait, là-bas, dans cette histoire, c'est un peu la loi Chapat qui veut ça, hein. C'est effectivement harcèlement, puisque c'est du harcèlement, il n'y a pas de diffamation. Oui, c'est harcèlement, c'est le thème. Ouais, il n'y a pas de diffamation, hein, ce qui est déjà pas mal. Mais non, mais parce qu'en fait, ils vont prendre les lois une par une. C'est ça. Diffamation, harcèlement, puis la prochaine, ce sera menace de mort ou je sais pas. Enfin, donc là, il y a eu. Donc ils sont venus, pour reprendre le fil de l'histoire, ils sont venus de façon musclée, ils t'ont embarqué, donc la menotte et tout. Comment ça s'est passé? Menotte. Donc t'as des menottes. T'arrives donc à la PJ, donc c'est Porte de la Chapelle, donc cet énorme bâtiment de verre qui est juste à côté du palais de justice. Et on te met dans une cellule. Donc au début, quand je suis arrivé, j'étais tout seul dans la cellule. Hein. Donc c'est des cellules qui sont toutes petites, sur lesquelles il y a une couchette en béton et ils te donnent un petit matelas en plastique. Et t'as les toilettes à la turque, un lavabo, je te décris même pas. Enfin, parce que c'est, tu vois, des marques de sang, des marques de trucs. Quand tu regardes, tu vois que t'as des poils, de la poussière, des grains de riz partout. Donc c'est comme si t'étais, si tu veux, dans un métro, mais pas lavé tous les matins,
ou dans un, tu vois, dans un parking. Oui, les shots publics, les shots voilà, publics. Dans les exactement. Tu as cette peinture qui est un peu luisante, donc si tu regardes à 3 mètres, tu te dis, ah, ça a l'air propre, mais quand tu vois que c'est sale. Hein. Tu sais, c'est comme quand tu te balades dans le métro, ou si tu regardes de loin, tu vois, ça a l'air propre, et puis quand tu vois que c'est dégueu, en fait. C'est exactement pareil. Et donc, ils te font tout le truc, la photo, les empreintes génétiques, les empreintes de main. Alors, la photo, t'es de tous les côtés, hein, devant, biais, en haut, côté, machin. Les empreintes de main, c'est les doigts, la paume, le côté de la paume, la main, une main, l'autre main, etc. Donc, c'est la totale. Alors, c'est pas avec de l'encre, hein, parce que c'est des trucs comme avec des photocopieurs. Hein. Donc, ils photocopient complètement tes mains, et un peu comme quand tu fais ça avec un iPad ou un truc comme ça, tu sais, tu mets ton doigt, et puis une fois que tu l'as bien mis, il dit c'est bon, j'ai la photo. Donc pareil avec ton visage. Donc ils te refont un truc un peu Covid, mais dans la gorge, pour aller chercher de l'ADN. Donc ils te font vraiment là t'es fiché, quoi. Même si demain ils te foutent un truc dans la gorge. Ouais. Une grande tige, mais beaucoup plus large qu'un PCR, pour aller chercher de l'ADN. Donc ils te mettent le truc au fond pour chercher de l'ADN. Donc mais vraiment. Et donc ça, déjà, c'est un côté impressionnant. T'as eu 6 heures du matin, t'as les monotes, et t'as ça. Donc là, déjà, tu sais, c'est comme aux États-Unis, le coffee cup, hein, tu sais, le fameux truc où Trump se retrouve en photo, tu sais, les photos où t'as les... c'est pareil. Donc t'as la même chose. Et donc, t'es dans une base de données. Les graduations, là. C'est exactement ça. Et même si à la fin, c'est classé sans suite, c'est machin, t'es là-dedans. Et tu sais bien que si tu leur demandes de changer de tout... Ton état d'esprit, à ce moment-là, c'était lequel? Parce que à 6 heures du matin, normalement, 6 heures du matin, c'est la prison directe. Alors, là, t'es en prison direct. Hein. Direct. T'es mis en prison, et on te sort ils te mettent dans la cellule. Et après, c'est d'autres personnes qui viennent. C'est pas des officiers de police judiciaire. C'est des gens qui gardent la prison. Et c'est pas les mêmes. Hein. Donc, il y a des gens qui ne font que garder la prison de la PJ. Donc, ils t'amènent là-bas, mais ils t'emmènent pas tout seul. Hein. Donc, moi, j'étais... pour faire ça, il y avait quelqu'un qui était... il faisait du vol de voitures de luxe, tu sais, comme dans les séries américaines. Donc, mais en fait, lui, il était déjà affiché, mais comme ils connaissent toutes les ficelles. Hein. Donc, le mec demandait à voir un médecin, en fait, un truc pour... enfin, bref. Donc, et le policier nous demande pourquoi on est là. Tu sais, il y a tout un groupe. Donc, lui, il veut pas répondre. Il dit qu'il sait pas pourquoi il est là. Puis moi, je l'explique. Je dis, bah voilà, je suis là. J'ai appris que Brigitte Macron portait plainte. Hein. Et là, je sais pas s'ils pourront trouver la trace, mais ils étaient morts de rire. Enfin, tu vois, les policiers sont pas des gens qui vivent dans une bulle, tu vois, sur Mars. Ils en parlent, ils sortent dans des bars, ils discutent de tout ça. Tu vois, il y a beaucoup de bruit. Ils ont des collègues. Quand t'es à la PJ, si tu veux, t'es à un certain niveau. Donc ils ont des collègues, tu vois, à l'Élysée ou dans les déplacements, dans les machins. Enfin, tu vois que on leur raconte pas. Et puis de toute façon, moi, j'ai rien à leur raconter. Je réponds à la question factuellement, mais je vois qu'ils en reviennent pas. Que quelqu'un est en garde à vue pour des tweets, parce que j'ai pas totalement, si tu veux, le profil du mec qui voit en général. Hein. Parce qu'ils ont tout le temps les mêmes profils. Hein. C'est l'argent, le sexe ou la drogue. C'est la seule raison pour laquelle ils ont des gens à 6 heures du matin. C'est des gens qui font partie du grand banditisme. C'est des gens qui font partie de la prostitution organisée, mais de haut niveau, parce que sinon, t'es convoqué au commissariat, etc. Et c'est des gens qui sont dans le trafic de drogue. Tu n'as que ça. Après, c'est rare qu'il y ait des tueurs ou des gens comme ça, tu vois. Ça, c'est l'exception, tu vois. Ça arrive pas toutes les nuits. Donc, quelqu'un qui est là à 6 heures du matin pour un tweet, je pense qu'à la PJ, ça n'était jamais arrivé. En général, les gens qui font un tweet, ils sont convoqués. Et tu reçois une lettre et tu dis, voilà, j'aimerais bien que vous présentiez au commissariat. On a des questions à vous poser. Et puis, tu arrives au commissariat. Éventuellement, on te dit que tu es en garde à vue ou pas. Mais ça se passe pas à la PJ. Ça se passe pas avec passage dans une prison puis. Et puis, après 1 heure ou 2, on dit, voilà, c'est la fin de la garde à vue. On vous tiendra au courant. Là, c'était pas du tout ça. Comme tu as dit, c'était vraiment, il y avait une verticale hiérarchique jusqu'à la présidence. Ça, c'est quelque chose que décrit très bien Xavier Poussard.
Parce qu'en fait, ils ont identifié, et ça c'est cité dans l'article d'ailleurs de Elle. C'est ça qui est drôle, parce que même dans les articles, les journalistes peuvent pas s'empêcher de raconter. Et donc, tu as un ex-préfet qui est en charge de ce qui a été appelé communément la militarisation de la défense du couple. Donc, en fait, il s'assure d'identifier tous les gens qui peuvent causer du tort et de les réduire au silence par tout moyen, par la peur, par l'intimidation, par les convocations soit musclées, soit par écrit, etc., etc. Et donc, est un avocat, enfin, tu as couvert l'affaire Ray, donc c'est le même avocat, mais d'un seul coup, tu comprends qu'en fait, le parquet qui s'occupe des harcèlements, c'est un nouveau parquet, ça n'existait pas. Il a été créé par la loi SCAPA. C'est un nouveau parquet. Ouais. Et à la PJ, il n'avait jamais eu une équipe harcèlement. Si tu veux, à la PJ, ils ont, encore une fois, ils ont la crime, ils ont les stupes, ils ont, tu vois, des trucs qui relèvent de gens qui sont du grand banditisme. Le harcèlement n'a jamais été un sujet qui relevait de la police judiciaire de Paris, qui est vraiment l'élite de la police judiciaire. Si tu veux, c'est... Et là, celui qui est le chef, c'est un ancien de la crime et des stupes. Wow. Donc le mec, c'est vraiment... Il a fait une top carrière, et parce qu'il a fait une top carrière, on le met là parce qu'ils ont besoin des meilleurs. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Est-ce que le type qui a fait les stupes, il vient pas chez toi pour fouiller comme celui qui a fait la circulation? S'il a fait la crime, il te pose pas les questions comme un mec qui a fait les refus de payer des pensions. Tu vois ce que je veux dire? Et ces gens-là se retrouvent à la PJ dans une aile qui ne fait que ça. Et qui, pour ainsi dire, ne travaille que pour des grands patrons d'entreprise. Et le sommet de l'État. Parce qu'en réalité, ils travaillent très peu pour les gens qu'ils étaient censés protéger. La loi SCAPA, en fait, si tu te rappelles bien, l'esprit de la loi SCAPA, c'était les jeunes qui sont harcelés en ligne. Mais combien de jeunes harcelés en ligne ont porté plainte et ça a été traité par la PJ? Ouais, c'est ça. Zéro. Uniquement des gens qui ont été, qui sont censés avoir harcelé des chefs d'entreprise, des femmes de chefs d'entreprise, et là, la femme du président de la République française. Donc, déjà, si tu veux, c'est un comble d'avoir des policiers d'élite pour traiter ce genre de sujet, pour quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas de conséquences sur sa santé. Puisque quand tu as la plainte, c'est une plainte qu'elle a posée avec 0 jour d'ITT. C'est-à-dire qu'il n'a pas été considéré que ce harcèlement avait eu un impact sur sa santé. Et en plus, comme il y avait beaucoup de gens qui étaient attaqués et d'autres qui étaient attaqués sur X, comment dire lequel a un impact si tu mets pas tout le monde dans le même panier? Donc en fait, cette stratégie ne fonctionne parce que tu peux pas accuser quelqu'un qui est pas lié à quelqu'un d'autre des conséquences dont il n'est pas partie prenante. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui vit sur une île déserte et qui est dans la même plainte et qui n'a jamais été en contact avec d'autres personnes, comment tu vas savoir dire, tu vois, c'est comme dans un combat de rue, c'est très compliqué de dire celui qui a donné le coup fatal ou le coup, tu vois, quand tout le monde tape. Bien sûr. Mais là, justement, alors pourquoi toi, si tout le monde tapait et nous les premiers, toi, sur cette chaîne mais parce qu'en fait, moi, tu as remarqué, on en a un peu parlé. Je suis arrivé en 2019 en fait, mais vraiment en 2020, avec l'idée de comprendre comment quelqu'un comme Macron pouvait se maintenir après les Gilets jaunes, après toutes ces choses-là, et avoir de plus en plus de force et mettre en place ce qu'il était en train de mettre en place pour le Covid. Ce qui pour moi était terrifiant parce que je comprenais ce qui était en train de se mettre en place. Et comme une grande partie de ma carrière, c'était de faire du conseil en stratégie, tu vois, il y a des gens, tu leur donnes un poème en chinois ou en japonais, ils comprennent, les autres comprennent rien. Bah, y compris, il faut le dire, non, Bertrand, y compris, il faut le dire, dans le domaine de la santé, dans le domaine des vaccins.
Ouais. Où tu étais associé avec le frère Sarkozy. Oui, oui, oui. Y compris là, exactement. Donc à très haut niveau. Tu connaissais ce type de personne. Non, mais ça veut dire, pour les gens qui regardent, que je travaillais au niveau des présidents de la République de pays, des ministres ou des patrons de grands groupes internationaux. Il faut réaliser que, je sais que ça peut paraître bizarre à entendre vu ce qui est devenu, entre guillemets, ma vie maintenant. Mais par exemple, quand je suis en Afrique du Sud pour participer à l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2010, moi je fais la bise au Premier ministre de la province du Cap. On se connaît, si tu veux, ben, tu vois, ça te donne une idée. Mais c'était vrai, entre guillemets, dans une très très grande partie de ma vie. Parce que quand je te parle de Forrest Gump, ben, c'est Forrest Gump de l'élite du monde. C'est-à-dire, il y a très peu de personnes importantes qui n'ont pas été. Tu étais très copain avec Jacques Attali aussi. Alors, on ne peut pas dire très copain, mais on a été. Tu as travaillé avec lui, il t'a promu, il t'a aidé quand même pendant un temps. C'est ce que tu m'as dit, non? Il a été, en fait, moi, j'ai créé une boîte. J'ai créé plusieurs boîtes. Et quand tu crées une boîte, tu peux faire un emprunt à la banque ou tu peux avoir des investisseurs qui mettent de l'argent. Et il se trouve que au moment d'Internet, Jacques Attali était quelqu'un qui était un des gros investisseurs. C'est-à-dire qu'il avait créé un fonds d'investissement avec beaucoup de gens très influents, qui étaient des patrons de boîtes, etc. Ils étaient des super business angels. Et donc, ils recevaient des dossiers. Mais ça aurait pu être toi qui allais les voir pour un dossier. Moi, je ne les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Mais il se trouve que le patron de la boîte dans laquelle j'étais était un bon copain d'Attali. Et donc, quand je lui dis, je veux créer cette boîte, etc., il me dit, écoute, moi, j'investirai dans ta boîte. Les autres associés du cabinet peuvent investir dans ta boîte. Il y a l'autorisation formelle de le faire. Mais si tu veux des fonds d'investissement, je peux te recommander. Tu sais bien, c'est comme ça que ça se passe. C'est recommandé. Moi, je connaissais pas Attali. Ma famille connaissait pas Attali. Il y a un très, très grand patron de boîte qui est mon patron qui me propose de rencontrer Attali. Il appelle Attali et je le rencontre le lendemain ou le surlendemain. Enfin, dans ces cas-là, tu sais, c'est très rapide. Oui, ça va très vite, ouais. C'est la politique des réseaux, ça va très très vite. Et donc, le lendemain, j'arrive dans son cabinet, il y a une table, il est en face de moi, il a 2 analystes, une secrétaire. Je commence à parler, et en 5 minutes, il dit, c'est bon, vous voulez combien? C'est comme ça que ça s'est passé. Point. Et après, moi, je le vois très peu. En l'occurrence, il t'a donné combien sans discrétion? Non, mais c'était quelques dizaines de milliers d'euros. C'était, tu vois, ouais. C'était un truc juste pour faire partie. En fait, c'était pas une boîte capitalistique que j'avais. C'était une boîte après qui avait besoin d'avoir des personnes qui aussi t'ouvrent des portes. C'est ça s'appelle les business angels, non? C'est ça. Exactement. C'est du love money. Exactement. Et après, il y a eu d'autres investissements avec d'autres personnes qui étaient dans des sommes plus grosses. Et comme cette aventure s'est bien terminée, qu'il a gagné de l'argent, bah ensuite, à chaque fois que j'ai recréé des boîtes, bah, tous les gens qui avaient bossé avec moi, ils savaient que j'étais quelqu'un de fiable, que j'étais quelqu'un de travailleur, que j'étais quelqu'un d'intègre, et donc ils revenaient. Donc, la première boîte, c'était quoi comme objet? C'était une web agency, c'était en 2000. Parce que tous les gens qui s'amusent à faire comme si ils voulaient découvrir ma vie, ils découvrent qu'Attali est associé dans ma galerie, mais quand je crée ma galerie d'art, je la crée comme un club avec tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc dedans, il y a Sarkozy, dont tu parlais tout à l'heure. Il y a Attali, il y a des journalistes que j'ai rencontrés quand j'étais au Stade de France. Il y a des gens qui sont... Joe Star, ils mettent là en parallèle. Non, j'ai pas de Joe Star, mais bon. Non, il n'y a pas de Joe Star. Mais et donc je crée. Non, il y a beaucoup mieux que Joe Star. J'ai été l'agent pendant 2 ans du bassiste de Metallica, c'est-à-dire j'étais son galeriste, Jason Newsted, donc Black Album, enfin une star mondiale. Enfin, je pense que ça vous donne une idée, c'est-à-dire que quand je fais un métier, quand je crée une galerie, assez vite, les meilleures personnes veulent bosser avec moi. C'est comme ça, j'y peux rien. Bah, je pourrais vous raconter autre chose, mais c'est comme ça. La galerie, elle commence. Tu transformes tout en or, là, on aura bien compris. Non, mais tu vois, non, mais ce qui est Ricardo, je me lance dans le journalisme citoyen. Pardon, mais je me lance toi qui es autant aussi bien réussi dans autant de domaines et tout ça, mais comment tu t'es retrouvé parachuté dans ce milieu-là de la résistance et comment tu te fais arrêter par les forces de l'ordre? Mais parce que quand le Covid commence, ouais. Tout ce que je pensais avoir observé, mais en me disant mais c'est une blague, ça n'existe pas, ça n'existera jamais.
ils racontent ça, mais c'est un peu des Frankenstein d'un truc, ils se disent comme un fantasme. Sauf qu'en fait, tous ces trucs qui ressemblaient à des cauchemars, l'horlogerie se met en place, en fait. Et moi, j'ai vécu, dans tous mes métiers, une partie de ces mécanismes. Et donc, comme j'ai fait à chaque fois, c'est-à-dire que quand j'étais dans des grands groupes et je voyais comment ils se comportaient avec l'État, après, j'avais envie d'aller voir l'État et de leur dire, mais je vais vous expliquer pourquoi vous perdez autant de fric. Et je le faisais. Et puis après, je comprenais que l'État avait pas envie de pas perdre de fric. Ça faisait partie du système. Donc là, en fait, je comprenais ce qui se passait. Et comme moi, je suis humaniste, entre guillemets, bah, j'avais envie d'expliquer aux gens qui n'avaient pas eu accès aux informations que j'avais, ce qui était en train de se passer. Mais en fait, j'ai réalisé que 80% des gens qui étaient censés faire le même métier que moi, que j'avais envie de faire, ils n'avaient pas envie de faire ce métier. Ils avaient juste envie de très bien gagner leur vie en étant des marchands du temple. Regarde, aujourd'hui, par exemple, il y a un truc énorme. Il y a cet assassinat à Washington et dont tout le monde parle et qui va avoir des conséquences, mais qui ressemble vachement au 11 septembre, au 7... Eh ben, presque personne n'en parle. Dans la dissidence, les gens ne veulent pas en parler parce que on parle pas de ces sujets-là. Or, c'est vachement important avant que ça cristallise dans la tête des gens que c'est encore les fanatiques islamistes qui tuent, etc. Mais personne ne dit, mais est-ce que ce mec, c'est pas de nouveau comme le 11 septembre, comme l'assassinat de Kennedy, comme un truc sous faux drapeau, quoi. Mais personne ne le dit. Les gens, ils vont en parler dans 2-3 mois. Mais pourquoi ils en parlent pas le jour même quand ça ressemble à ça? Ça veut pas dire que c'est vrai. Mais il faut poser les questions avant qu'il soit trop tard. Alors les questions, on va revenir au fil quand même de notre discussion, les questions, parce qu'il y a une sorte de lavage de cerveau qui se fait à ce moment-là, qui est dans une machine à laver, quoi. Ouais, complètement. On va revenir à ces questions en prison, là où tu es là, tu comprends pas où tu es, ce que tu fais. Oui. Tu as une petite idée là-dessus, mais bon, sans connaître la réalité. Et donc quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Il y a une panique générale qui s'instaure? Non, moi je suis hyper calme d'un bout à l'autre. Et je dis pas ça pour être fanfaron. Ouais. Je suis très calme. En fait, je suis très zen parce que comme j'ai pas de mauvaises intentions envers personne, tu vois, je déteste personne. Dans toute ma vie, les gens que j'ai croisés, je les respecte. S'ils me trahissent, bah je les oublie. Enfin, tu vois, mais je les déteste pas. Et s'ils me font rien, eh ben je vais pas dire du mal d'eux. Donc parfois on me dit mais pourquoi tu dis pas du mal et tout. Je dis bah non, j'ai aucune raison de dire du mal. Ça veut pas dire que je partage les opinions. Moi j'ai mon combat, mais je me trompe pas de combat si tu veux. Les personnes qui sont annexes, qui n'existent plus entre guillemets dans le paysage, qui sont débranchées, parce que il faut bien reconnaître qu'il y a certaines personnes qui continuent à essayer de se donner un peu d'importance, mais qui n'en ont plus du tout. Tu vois. Et donc moi je vais pas perdre du temps à expliquer que ces personnes n'ont plus d'importance. Les gens le découvriront par eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que de toute façon, si tu leur dis, tes zen, l'état d'esprit, donc est plus au fond devant les magistrats. Et là, comment ça se passe alors? Alors, tu vois pas les magistrats. Tu sais qu'ils sont au téléphone parce qu'en fait, la personne qui te pose des questions te dit bon voilà, les questions sont enregistrées au même moment et puis il y a des personnes qui l'appellent, il y a des personnes et les questions sont changées au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on est plusieurs à être interrogés en même temps et il y a des personnes qui ont accès à tout. Donc, tu as comme une hiérarchie de personnes qui font évoluer les questions en fonction des réponses. Parce que toi, tu réponds honnêtement, mais eux, ils te posent des questions avec un objectif. Ils veulent te prendre dans un filet. Ils veulent te prendre au piège, en fait. Mais tu t'en doutes un peu, mais en fait, tu peux même pas essayer. Excuse-moi, t'avais un avocat, là, à ce moment-là? Oui, mais ça sert à rien. Parce qu'en fait, l'avocat, il peut pas faire grand-chose. Il peut te dire de pas parler, ou il peut te dire tu vois, il peut toucher genre t'es en train de t'emporter ou t'es en train de dire des trucs qui peuvent être reprochés. Moi, mon avocat, il est intervenu 2 fois pendant les 7 premières heures et il est pas revenu le lendemain pendant les 3 heures suivantes. Et la seule chose qu'il a faite, c'est genre après 6h30, il leur a demandé de reformuler une question parce que la question était trop vicieuse en fait. Et quand ça fait 6h30 qu'on te pose des questions, que t'es réveillé à 6h du matin parce que même si la personne qui te pose les questions est fatiguée comme toi, en fait, il y a d'autres personnes qui sont pas du tout fatiguées, tu vois, qui cisèlent les questions. La personne qui est devant toi, elle lit des questions qu'on lui demande de poser et elle prend ta déposition telle que tu l'as dit. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas lui, il est devenu l'instrument. Comment sur une affaire comme celle-ci où il s'agit d'un tweet, ils peuvent avoir matière à te poser pendant 10 heures des questions? Mais non, mais parce qu'il te pose des questions sur 1000 sujets. Ça commence.
ça dure quelque temps. On passe en revue un peu toute ta vie, quoi. Donc, on te demande, et puis il te pose des questions un peu pour voir si tu crois que la Terre est plate, ce que tu penses des Martiens, des machins. Tu vois, on essaie de te mettre dans des cases. Donc, ensuite, et il te demande si tu es connecté avec les Russes, avec des pays arabes, avec des machins. En fait, ils ont vraiment étudié ton profil. Donc, moi, ils savaient qu'en fait, le sujet était très anecdotique, Brigitte, dans mon cas, tu vois, par rapport à d'autres personnes. Et ensuite, évidemment, ils arrivent au cœur du truc. Ils disent, voilà, est-ce que vous connaissez un tel? Est-ce que vous connaissez un tel? Quelles sont les personnes qui sont influentes sur ce sujet? Tu vois, et qui vous a amené sur ce terrain-là? Donc, par exemple, tu pourrais dire, c'est Poussard, ou c'est Verhaeghe, ou c'est Poulain, ou c'est Hazelbert, ou c'est, tu vois, toutes ces personnes qui se sont vachement consacrées depuis des années au sujet, tu vois, qui étaient très fiers d'ailleurs d'être impliqués. Mais bon, bah, moi, je disais que c'était pas un sujet qui m'intéressait, donc je suis pas quelqu'un qui est, tu vois, balancé à droite à gauche. Mon truc, c'est ce sujet pour moi est un sujet qui est comme une cerise sur un gâteau en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tout compris sur le fait que c'est une pièce de théâtre, eschatologique, diabolique, comme tu veux, bah, le couronnement de ça, c'est que tout est inversé, quoi. C'est-à-dire si tout est faux, tout est... Bah, c'est même plus tellement important, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris qu'il y a des gens qui sont à l'œuvre depuis des centaines d'années pour nous emmener dans l'impasse dans laquelle on est en ce moment, et Sarkozy l'avait très bien dit. Sarkozy avait dit, de toute façon, ce qui arrive, personne ne pourra l'empêcher. T'imagines dans la bouche d'un mec comme Sarkozy, qui croyait que tout était possible pour lui. Je parle de Nicolas Sarkozy. Tu te rappelles cette phrase quand il avait dit ça? Très bien, il était en Afrique, ouais, même Sarkozy. Exactement. Et il avait dit ça. Mais ça n'avait pas été intégré, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas dans la même seringue qu'aujourd'hui. Là, tu vois, on voit bien c'était tes premières images. La France est quasiment sur le front avec la Russie. Tu vois, un pays de l'OTAN, un pays nucléaire, face à un autre pays nucléaire qui n'a pas l'intention de perdre. La Russie n'a pas l'intention de perdre. Mais c'est une puissance nucléaire. Mais tout le monde l'oublie. Donc il te demande en gros si tu es en contact avec les Russes et tout ça, avec le Qatar, avec les Mongols. Ouais. Donc 10 heures d'interrogatoire, mais c'est épuisant, c'est long, ça n'en finit pas. Donc, et à la fin, finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'ils te relâchent quand même. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, mais ils te relâchent, mais en t'annonçant que ton procès, c'est le 27 octobre. Et c'est pas un procès d'une journée. Il donne une date, le 27 octobre. 27 et 28. 2 jours de procès. 2 jours de procès. 2 jours. C'est vraiment le procès, c'est presque un tout petit peu moins de Carlos. Incroyable. C'est pas un jour d'audience, c'est 2 jours d'audience. Et c'est pas du civil, c'est du pénal, il faut bien le dire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils savent déjà, en réalité, tout est déjà décidé avant même de t'entendre. Hein. Tu vois bien que le truc, ça s'est pas fait. Ils ont déjà 2 jours, 27 et 28. Donc, si tu veux, moi, j'essaie pas y penser parce que sinon, je serais complètement terrifié tous les jours. J'écrirais plus de tweets, je ferais plus de lettres, je ferais plus d'interviews comme avec toi. Mais en réalité, mon raisonnement, il est complètement différent. C'est-à-dire que si on laisse tomber maintenant, on voit bien l'IVG dans la Constitution, l'euthanasie à la carte dans la loi, les pleins pouvoirs, l'article 16 bientôt, la loi de programmation nucléaire avec d'hommes militaires. Enfin, on voit bien que la censure, tout, si on se bat pas, les dernières personnes qui sont prêtes à se prendre des coups, bah, la vie n'existe plus en fait. On sera la dernière génération qui aura eu le droit de penser librement. Tu vois ce que je veux dire? Bertrand, en t'écoutant depuis le début, je me dis que quelqu'un qui a été quand même entouré par les plus grands, qui a baigné quand même dans des milieux d'exception, toi qui as eu des boulots de dingue, tu as été directeur du Stade de France, tu as été en Afrique, tu as eu des galeries, tu as fait plein de trucs dans ta vie. Et comment ça se fait finalement que tu te retrouves dans une telle panade, une telle situation? Donc tu te dis finalement... Mais moi je ne considère pas que je suis dans la panade. Tu as été victime de cette situation, effectivement, tu as été obligé de te battre, tu dis je veux exister, je veux me battre, de toute façon il n'y a pas le choix, j'essaye de pas penser à finalement un procès qui est cousu de fil blanc déjà, hein, c'est ce que tu sembles dire. Tu dis que le verdict est même connu à l'avance. Non, mais dans la presse, la presse fait notre procès. Tu risques quoi concrètement? Ah ben tu risques la prison. La loi Schiappa, elle a été structurée pour pouvoir emprisonner quelqu'un comme si c'était pire qu'un crime en fait. C'est-à-dire que la loi Schiappa, il faut imaginer
la manière avec laquelle elle est présentée, c'est des gens qui peuvent pousser quelqu'un au suicide. Donc c'est comme un meurtre par intention. Si tu veux, c'est pas un meurtre avec une arme ou avec quelque chose. C'est c'est on te voit, ouais, ouais. Non, non, je vais remettre la lumière. C'est là, t'as complètement disparu de la circulation, là. Ouais, et donc ouais. Mais attends, j'allume aussi là. Voilà. Et donc la loi Schiappa, il faut bien imaginer que l'esprit de la loi et donc la hiérarchie des peines a été structurée avec l'idée que ça pouvait déclencher la mort de quelqu'un, le harcèlement. Ouais. Et donc évidemment quelque chose que tu fais qui est potentiellement plus mortel qu'une drogue, plus mortel qu'un poison, plus mortel que quelque chose, ça mérite la prison. Et dans l'esprit, les députés, les gens comme ça se sont laissés embarquer en disant effectivement, si ça pousse un enfant à se pendre ou à se jeter dans un fleuve ou à se jeter, bah, il faut que ceux qui ont fait ça aient vraiment une leçon. Si c'est des mineurs, ben voilà, ils auront quelque chose. Mais si c'est des adultes, compte tenu de la gravité, voilà. Mais là, en fait, c'est complètement détourné. Parce que, en réalité, les gens qui harcèlent les autres, c'est eux. C'est eux qui, sans cesse, avec le Covid, avec la guerre, avec tout ça, rendent la vie infernale. C'est eux qui font que les paysans se tuent. C'est eux qui font que les chefs d'entreprise, de petites entreprises se tuent. C'est eux qui font que les restaurateurs se tuent. C'est eux qui font que les gens comme nous, qui ont possiblement la possibilité d'avoir une vie très confortable, on a une vie misérable. Parce qu'on est obligé d'accepter ça pour le combat qu'il faut mener, entre guillemets. Et donc, les victimes, en réalité, c'est nous. Et parce qu'on se défend, eh bien, le système veut nous écraser. Et c'est exactement, je vais prendre un exemple, c'est comme la résistance sous les nazis. Les résistants, c'était des terroristes. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, les méchants, c'était les nazis. Mais comme ils avaient le pouvoir, eh ben, eux choisissaient les noms. C'est ça. Eh bien, on peut faire des comparaisons avec l'actualité si on a envie, mais on peut faire des comparaisons avec nous, les personnes qui ne partageons pas la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on a raison. Moi, je ne prétends pas avoir raison. Je dis juste que jusqu'à présent, on m'a pas démontré que j'avais tort. On a juste essayé de me faire peur, on a essayé de m'intimider, mais finalement, tout ce que j'explicite, ça devient de plus en plus visible, de plus en plus prouvé, de plus en plus intégré, entre guillemets, dans nos vies de tous les jours. Les gens se rendent bien compte qu'on est dans un monde. Enfin, Macron est en train d'obtenir des milliards pour créer une intelligence artificielle, mais ça devrait terrifier tout le monde. Une intelligence artificielle puissante entre ses mains. Quand on voit ce que Facebook, avec une intelligence artificielle de merde, était capable de faire il y a 10 ans, où il poussait les gens à penser l'inverse de ce qu'ils pensaient en 6 mois. C'est-à-dire qu'ils avaient testé, ils savaient que les gens pensaient quelque chose. Eh ben, en changeant un petit peu les algorithmes, les images, les machins, les trucs, en moins de 6 mois, 80% des gens, sur 700 000 personnes, ils leur faisaient penser l'inverse. T'imagines? Sans l'autorisation. Tu sais, c'était une interview chez Carson il y a 3 jours. Ouais. On en a parlé hier. Non, mais mais non, mais. Ah ouais. Mais alors, imagine entre les mains de quelqu'un dont on commence à comprendre qu'il n'a pas beaucoup de limites. Si tu veux, il y avait un psychologue italien qui en avait parlé. Il écrit comme psychopathe, oui. Et donc, tu vois, quand tu donnes des moyens illimités à quelqu'un comme ça, même quelqu'un comme Poutine, par exemple, qui est quelqu'un de très calme, il répète depuis à peu près 2 ans ce que les Russes sont en train de comprendre maintenant, le fameux sondage que je te donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne la plus grande ennemie des Russes est finalement le plus grand ennemi de l'humanité. Je pèse mes mots en le disant, puisque on a évoqué, quand on a discuté hier de cette émission ensemble, enfin on avait discuté il y a une semaine qu'on allait le faire, mais hier, eh bien c'est tout est écrit dans le portrait officiel d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est comme un rébus qui nous annonce qu'il n'est pas uniquement le président des Français, il est quelqu'un d'autre, il est une entité très particulière. Avec deux portables dessus. Oui, avec 2 portables dessus, avec des livres étranges, tu vois, Gide, les nourritures terrestres, le rouge et noir, bourré de symboles maçonniques notamment. Ouais. Exactement. Mais qui fonctionnent comme un rébus, c'est-à-dire que quand tu les mets bout à bout, eh ben t'as un texte. Je suis très Christ.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pas drôle, tu vois. Je dis pas comme. C'est pour ça. Quand je le dis, avant d'avoir passé une heure comme ça, alors je sais pas si après cette heure les gens ont envie d'écouter plus attentivement ce que je dis, mais les gens, ouais, en général, ils sont très nombreux et je pense que vraiment ils sont très à l'écoute de ce que tu dis parce que d'abord tu l'exprimes à la fois avec une très forte implication, deux avec une certaine forme de distance émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Tu arrives quand même malgré tout à prendre le dessus par rapport à tes émotions qui devraient complètement te recouvrir, te plonger vraiment dans le néant le plus total. Moi, je sais, je vis, comme tu le sais, et c'est ce qui fait notre force et notre lien aussi très fort entre nous, c'est qu'on vit quasiment la même chose. Ce que tu vis là, moi, c'est ce que je vivrai demain et ce que j'ai vécu aussi cette année à travers un harcèlement qui a été incroyable de la part de l'injustice française, comme je l'appelle. Bon, tout ça fait que effectivement, ils peuvent nous conduire au suicide. Ils peuvent nous conduire au suicide parce qu'on est tellement. C'est ça le harcèlement. Mais c'est ça le harcèlement. Psychologiquement, on est tellement sous contrainte, on doit tellement rendre des comptes à tout niveau, tout le temps et en permanence qu'on peut pas tenir au bout d'un moment. Je veux dire, mais tu n'as même pas l'énergie parce que parfois, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas que quand tu fais cette émission, tu as travaillé des heures et des heures pour la préparer. Et parce que c'est comme ça que l'invité se sent en confiance, il sait que tu sais avec qui tu parles, etc., etc. Et les gens pensent qu'en fait, c'est comme retrouver des potes au bar et que ça a l'air simple parce qu'en fait c'est simple. Non, c'est beaucoup de boulot. Écrire des bouquins, écrire des textes, écrire des lettres, c'est énormément de boulot. Et puis surtout tout le temps que tu passes à dénicher entre guillemets, à discuter avec d'autres personnes. Ça encore, toi, c'est le côté vraiment passionnant du jeu entre guillemets, parce que voilà, eux considèrent ça comme étant un jeu et on rentre dans le jeu, même si c'est pas un jeu, puisque c'est quand même à la clé, il y a des intérêts qui sont vitaux quand on voit toutes les personnes qui sont décédées des suites de la vaccination qu'on a dénoncé quand même, on a contribué. Alors beaucoup de gens disent oui, mais à quoi ça sert finalement? Vous devriez jeter l'éponge. On te le dit toi aussi, parce que finalement, c'est pot de terre contre pot de terre. Mais non. Si on n'avait pas été là, je veux dire, si on n'avait pas été là, la troisième dose, elle serait passée. Et c'est grâce à notre action qu'on a pu mobiliser les foules et lutter contre ce système. Et c'est comme ça qu'on a ouvert les yeux quand même à 80% de la population aujourd'hui qui sait très bien que cette vaccination a été pourrie, que derrière il y a quelque chose, tu vois. Mais il y a un point qu'on n'a pas encore dit, c'est que la France c'est un pays très particulier. Donc nous, quand ça a été les gilets jaunes ou les journalistes citoyens, etc., on est très observés. Mais Macron est adulé en tant que président français. C'est-à-dire, les Français, on réalise pas ça. Et il faut imaginer que quand il reçoit le président par intérim de Syrie, qui est un ex-terroriste, eh bien, il arrive dans une grosse voiture, donc il arrive à l'aéroport, il a la garde républicaine, machin. Et quand il arrive dans l'Élysée, qui est cette cour vraiment majestueuse, même la Maison-Blanche n'a pas une cour aussi majestueuse que la cour de l'Élysée et les jardins de l'Élysée. Il faut vraiment imaginer ça. Là, il y a la garde républicaine qui joue la musique, il y a les marches, il y a les trucs. Tu sais, quand Trump reçoit, c'est, tu vois, une espèce de petite entrée. C'est pas le président français. Il est presque dans la manière de pouvoir accueillir les gens. Il y a la reine d'Angleterre et éventuellement, je sais même pas quel autre président peut avoir ça. Donc, et lui, il a la possibilité d'accueillir à Versailles et il le fait. Tu vois, il vient de le faire avec les patrons d'entreprise. Il a la possibilité d'accueillir à la Tour Eiffel, etc. Ce que nous, on voit, c'est qu'on voit dans les journaux français, tous les jours, il fait l'actualité. Tous les jours. Tous les jours, il est à nous harceler. Aucun président et aucune femme de président n'a fait autant de couverture et n'est autant dans les médias. Mais il faut réaliser que dans les autres pays du monde, c'est pareil. Comme il est considéré comme un pays, un président important, eh ben, tous les jours, le Washington Post, CNN, le New York Times disent « Ah tiens, aujourd'hui, Macron accueillait les grands chefs d'entreprise. » Donc, tu sais, pendant 2 jours, il faisait son truc à Versailles. Donc, il avait les patrons des boîtes de high-tech, les patrons des réseaux sociaux, les machins. Mais tout ça, c'est repris par les médias. Parce qu'ils disent « Regardez Trump, il va prendre des milliards à des chèques arabes, etc. Mais il s'intéresse pas vraiment au développement économique. Hein. Mais Macron, oui. » Et en fait, tu sais, par petites gouttes d'eau, tous les pays, le Brésil, l'Inde, les États-Unis, ces gens apprennent à trouver que Macron, c'est un mec bien. Alors ça paraît, quand on est français, on veut pas entendre ça. Parce qu'on déteste, les gens qui t'écoutent et qui m'écoutent, ils se disent, non,
Il faut passer son temps à dire qu'il n'est pas bien. Mais ça, c'est la politique de l'autruche, c'est la méthode Coué. Comment un mec qui est si mal, il a été élu en 2017, alors il a été aidé, hein. Fillon a été jeté, etc. N'empêche qu'il a été élu. Puis il a été réélu en 2022. Il a fait les dissolutions. Les gens disaient, c'est Collère qui est le pilote. Ben, il a viré Collère, ça change rien du tout. Et mais Collère, ce que les gens savent pas, c'est que peut-être maintenant, en numéro 2 ou 3 de la Société Générale, il va être très utile à Macron pour la monnaie numérique et l'identité numérique. Parce que maintenant, il y a un mec qui est parfaitement connecté au président pour faire passer les messages. Non, mais Hier, toi, je te coupe 2 secondes, mais tu cites Collère. Toi. Collère qui devait rendre des comptes quand même à l'Assemblée et tout ça, devant les commissions. Il n'avait pas le droit de se soustraire à ça. Il s'est soustrait à la justice et il n'a aucune mesure de rétorsion contre lui. Toi, quoi, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a les amis d'un côté qui sont protégés, ultra protégés. Personne n'est condamné dans son entourage. Ils sont tous vraiment. Les Benalla, la police. Benalla et compagnie. Ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Ok, tout est. Moi, j'aurais dit non, vous prenez pas mon téléphone portable. Je passais 1 ou 2 mois en prison pour obstruction. Lui, le coffre, il a disparu. Mais t'imagines. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, mais bien sûr. Et c'était là, on parlait vraiment de le mec qui s'était déguisé en policier alors qu'il n'était pas policier. Ouais, il a participé à un combat dans la rue. Bon, après, tu parlais Macron en disant effectivement à l'extérieur. Je veux bien croire qu'à l'extérieur, parce que la presse aussi est ce qu'il fait en Europe avec la guerre pour l'Ukraine contre la Russie, tout ça fait que il s'érige en maître de l'Europe avec Van der Leyen aujourd'hui très clairement. Tu vois, parce que les autres sont arrivés après, donc lui il a l'antériorité maintenant, voilà. Donc ok. Mais à l'intérieur il est détesté. Ça s'est jamais vu qu'un président de la République ait 7% d'avis favorables dans les sondages. Et encore. Mais il s'en fiche. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Oui, mais il s'en fiche. Parce qu'en fait, la France, c'est uniquement le tremplin. C'est l'image. Lui, il bénéficie de Versailles. Il bénéficie de l'Élysée. Il bénéficie de la lanterne. Il bénéficie même de Notre-Dame et des Jeux Olympiques. Bah, il faut quand même voir comment il a travesti les Jeux Olympiques. Bah, c'était devenu une orgie blasphématoire, etc. Enfin, on n'a jamais vu ça. Et il y avait même, tu vois, toutes les questions sur le transgenrisme, les hommes dans le sport féminin, etc. Parce qu'il a fait la synthèse de tout ce qu'on devrait tous détester. N'empêche qu'il l'a fait et on lui a remis, les JO lui ont remis la plus haute distinction. Il n'y a quasiment aucun président qui accueille les JO qui a la distinction que Macron a reçu des JO. Enfin, tu sais, c'est le genre de médaille qui est donnée à des grands sportifs, des grands coachs. C'est des médailles en chocolat, toi. Oui, non, mais justement. Mais lui, non, mais parce qu'en fait, ça fait partie du cérémonial. C'est-à-dire qu'en fait, nous, encore une fois, on le voit pas. Mais les gens des dîners en ville. T'as été à une époque dans ces dîners en ville. Et ben, quand tu essaies de leur dire Macron machin, ils disent attends, le mec il a baissé le chômage, et tu leur dis mais c'est faux, mais en fait ils reçoivent des petites bribes de messages. Comme ils n'étudient pas les chiffres comme toi ou moi parce qu'ils ont leur boîte, ils ont leur famille, ils ont leur maîtresse, ils ont leurs vacances, ils ont leur machin. Et Macron surfe là-dessus en permanence. Ouais, je disparaît très régulièrement sauf si je mets le moteur, mais ouais, on t'entendra moins. Ouais. Mais, ouais. Non, mais effectivement, il y a 3 castes. Il y a les gueux, très clairement, dont on fait partie là maintenant, et qui sont des gens, les descendants de Hollande, entre guillemets, qui sont des gens qui sont maintenant basse classe sociale, qui représentent 70% de la population. Ensuite, t'as les bourgeois qui effectivement continuent à lui porter allégeance en quelque sorte. Et puis après, t'as une catégorie quand même au-dessus, les aristocrates qui eux étaient pour lui quand même au départ et qui maintenant sont contre lui très clairement. Parce que c'est mais le message, c'est exactement ce qui a fait tomber Fillon à l'époque. C'est les gens te disent, mais dans toutes les classes, quoi, tu préfères Mélenchon, quoi, tu préfères machin, tu préfères et en fait, il surfe là-dessus parce que il a détruit toutes les possibilités d'opposition. Enfin, sincèrement, là, les CNews, les machins sont en train d'expliquer que Retailleau, c'est le futur président. Toi, t'as un peu l'habitude, tu sais très bien que c'est n'importe quoi. Non, tu vois. Et donc, en fait. Il ressort même Fillon qui aujourd'hui légitime Retailleau qui lui a planté des coups de couteau dans le dos. Exactement. Exactement. Mais tout ça, ça ne sert que l'intérêt de Macron. Ben voilà, c'est que pour ça. Alors justement, par rapport à ça, si tu veux, toi tu me disais quand même en marge de cette émission, puisque tu t'as rappelé qu'on s'était quand même contacté, qu'on avait préparé l'émission ensemble, tu m'avais dit moi je mise quand même beaucoup et je crois vraiment profondément qu'il ne sera pas là
au moment de mon procès en octobre. Il ne sera plus en place. C'est pas possible. Il va pas pouvoir tenir. Tu penses ça, là? Non, alors moi, ce que j'ai dit exactement, c'est que je pense, malheureusement, entre guillemets, qu'à la vitesse où les choses s'accélèrent, tout ce qui s'est passé avec la crise des banlieues, avec la crise des gilets jaunes, avec tout ça, ça va exploser. C'est-à-dire que si à Gaza, les choses continuent telles qu'elles sont en train de continuer, à un moment ou à un autre, le clash des civilisations va arriver à l'échelle de la France. Parce qu'on voit bien, c'est attisé par les Zemmour, les machins. Enfin, tu vois sur les réseaux sociaux, t'as un racisme, enfin on appelle ça d'un côté l'islamo-gauchisme, de l'autre, tu vois, le patriotisme. Mais tout est fait pour créer véritablement une violence complète. C'est-à-dire que moi, si j'étais musulman, c'est pas le cas, hein, mais je crois que je souffrirais encore plus de ce que supportent les Palestiniens avec l'indifférence des Européens qui sont responsables de cette situation. Et c'est nous qui avons dit, on va installer ici des gens parce que on a été méchants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des gens qui avaient commencé déjà à attaquer, à faire du terrorisme, etc. Donc qui n'étaient pas vraiment là pour être paisibles. Je parle vraiment des colons juifs. C'est quand même l'histoire de cette région. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'ose même plus parler d'histoire quand on parle de ça, parce que entre la loi Guesso, toutes les lois possibles et imaginables, les gens ne veulent plus s'exprimer. Mais aujourd'hui, tout est fait pour donner l'impression que d'un côté, toutes les nuits, tu as 150, 200, 300 personnes qui meurent à Gaza et personne n'en parle. Et tu as quelqu'un qui est battu, une étoile juive sur un mur ou n'importe quoi, et ça va faire les éditoriaux de la presse pendant une semaine. Et alors là, je te dis pas, il y a eu 2 personnes assassinées, et ça c'est horrible. Hein. Moi, je suis contre les otages, contre les assassinats, etc. C'est pour ça que mon arme, c'est la plume et ma salive. Tu vois, c'est vraiment, je suis un non-violent. Je suis pas Gandhi ni Jésus-Christ, mais tu vois, je suis un non-violent. Je pense qu'il faut semer des graines. Et il faut qu'à la fin, on crée des haies d'arbres qui nous protègent de ces gens qui sont les forces du mal, quoi, qui ne puissent plus nous approcher. Et donc, cette dissymétrie, mais ça va créer une colère. Tu peux pas sans cesse traiter mal, injustement. Tu sais, tu as des gens qui industrialisent les flux de migrants chez nous. On les connaît. Les gens qui financent les bateaux de Libye, de Tunisie, qui amènent les gens à Lampedusa, qui ensuite les amènent en Italie, qui les amènent en France, etc., etc. Mais ce sont les mêmes qui financent les partis qui font monter le racisme. Donc ils prennent la société en crabe. C'est-à-dire qu'ils créent depuis 40 ans les conditions du racisme, en s'assurant que personne n'entendra jamais ce que pouvait dire Jean-Marie Le Pen. Maintenant, les gens disent 10 fois pire quand ils sont dans le centre. Mais à l'époque, alors là, et je suis pas en train d'essayer de revaloriser un tel ou un tel. Je dis juste que moi, la politique me dégoûte parce que tout est trafiqué. Toutes ces associations, ces machins financés, enfin, toi, tu as affaire à eux aussi. Les Rudi Reichstadt, les gens comme ça, tu vois, qui sont payés. Oui, Conspiration Watch, oui, il fait plein de permanence et tout ça. Alors, mais quand tu regardes qui le finance et avec qui il est partenaire, c'est Chapin, hein, c'est fou. Non, mais le mec, il met en avant qu'il est partenaire du CRIF. Ouais. Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'écrit sur son site. Tu ouvres la page Conspiration Watch. Les plaintes viennent de là, hein, les plaintes viennent de là. Et lui, il est non seulement ça, mais en plus, il a été financé, d'après tout ce qui a été dit, moi, j'ai pas fait l'enquête, avec l'argent qui était censé aider à éviter que Raphaël Paty, des crimes comme Raphaël Paty, aient un nouveau lieu. Tu te dis, et le mec qui disait, j'ai pas d'argent public, je suis totalement indépendant. Et tu te rends compte qu'en fait, 90% de l'argent qu'il a, c'est soit des structures associatives financées par l'État, mais pour le financer. Parce qu'en fait, c'est très facile de faire des systèmes de cascade. Tu dis à telle association, je vous file 300 000 balles, de toute façon, personne ne va vous observer. Vous allez filer 280 000 balles à telle association, t'es une cascade d'associations. Et puis après, c'est 50 000 balles à Rudi Reichstadt, 50 000 balles à Pain, 50 000. Et puis les gens, voient que c'est une association, bizarre, mais tu vois, où ils trouvent pas trop quoi dire. Tu vois, il faudrait avoir quelqu'un d'investigation à plein temps pour découvrir à quel point le système, il est pourri. En fait, il crée les gens pour nous détruire. Quand tu parlais de pousser les gens au suicide, mais c'est les pressions de l'État.
toi qui es obligé quasiment de vivre, tu vois, à l'étranger comme d'autres personnes, parce que ah ouais, c'est clandestin là maintenant. Hein, tu vois, et en clandestin, on ne joue pas. Hein, et en plus, t'es harcelé. Donc, Mm. imagine que tu rencontres quelqu'un ou tu as envie de faire quelque chose, la personne tape dans ton nom dans Google, et c'est à peine si Google dit pas attention, vous venez de taper le nom d'un terroriste. Ah oui, mais on est fichier terroriste. Hein, donc les hôtels, tu t'inscris sur Booking. Bon, pour l'instant, Booking t'accepte, mais l'hôtel peut dire, écoutez, non, monsieur, moi, je veux pas de terroriste chez moi. Vous êtes un terroriste, ouais. Parce que j'ai pas envie qu'à 6 heures du matin, la police arrive pour vous chercher parce qu'ils savent par Booking que vous êtes dans mon hôtel. Parce que ça va arriver, tous ces trucs-là. Ah ouais. Ça va arriver. Tu vas réserver avec ta carte bleue ou ton machin. Ils sauront qu'avec ta carte bleue, tu as réservé là. Mais ce qui va arriver aussi et qui va vraiment surprendre les gens, c'est que toutes ces voitures électroniques, un jour, tu vas rentrer dans ta voiture électronique. Tu pourras plus rouler. Et puis, à un moment, la voiture va te dire, voilà, monsieur, je vous annonce qu'on change le trajet. La police doit vous interroger. Au commissariat direct. Mais oui, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et les voitures, comme elles ont des vitres incassables, des machins, bah, t'auras beau essayer de sortir comme un fou. La voiture, tu n'en auras plus le contrôle. Elle t'amènera là où elle a décidé de t'amener. Alors, encore quelques 3-4 questions. On va aller assez vite quand même parce que je veux pas prendre trop de temps. Et puis tu disparais au fil du temps dans la nature. Il y a moins en moins de lumière. Ça c'est pas, même si ta parole est très forte et lumineuse, je dirais, c'est vrai que l'image. C'est bon, la batterie est pas perdue. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu as pensé là de tout ce qui s'est passé là récemment, par exemple à travers Juan Branco, sa maladie en Afrique, à travers Pierre Jovanovic. Bon, moi, ce sont deux personnes que j'aime bien foncièrement, voilà. Mais c'est vrai que toi, t'as quand même émis quelques doutes. Hein. Tu peux... non, mais moi, ce que je dis dans ces cas-là, la première chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, et je l'ai vécu moi-même avec ma plainte, donc et ma garde à vue, etc. Mais il y a eu 4-5 personnes au début, puis 10 personnes, puis 50 personnes. Tu vois, c'est comme une petite marée qui dit c'est pas vrai. Et tu sais, c'est le truc, hein, plus personne croit personne en fait. C'est-à-dire, il dit non, mais ils ont fait semblant de le mettre en garde à vue pour qu'il ait l'air sympa. Comme ça, on va l'écouter. Et en fait, c'est un infiltré, il va nous piéger. Donc, et là, en fait, t'as ça qui se passe. Et moi, je dis plutôt ça comme quelqu'un qui est un observateur. Donc, je regarde le compte d'Aurélien qui connaît Branco. Et là, c'est vrai qu'Aurélien déconne. Il raconte que Branco est dans un hôpital avec des hommes en armes qui le protègent, etc., etc. Et là, je me dis merde, c'est quoi ce truc? Pourquoi il exagère à ce point-là, tu vois? Le fait qu'il soit dans un hôpital, c'est largement assez. T'as pas besoin de rajouter, tu vois, tout ce qui est un peu terrible. Voilà. Ensuite, il y a cette affaire de mail, l'ambassade qui dit ça nous concerne pas. Mais finalement, rien ne prend. Et tu te dis, c'est bizarre, on est avec Branco, quelqu'un qui fait des millions de vues. Il y a quelqu'un qui est proche de lui, qui parle d'homme en armes, les gens ne relèvent pas. T'as quelqu'un qui dit, l'ambassade s'en fout, les gens ne relèvent pas. T'en as d'autres qui disent, je suis en contact, mais je réussis pas à l'avoir. Sous-entendu, c'est peut-être vachement grave. T'en as d'autres qui disent, il a une bactérie, il y a 500 personnes dans le monde, il y a 25% des gens qui meurent. Tu vois, on a un paysage qui devient hallucinant. De quelqu'un qui est manifestement dans un hôpital, dans un pays où les rares photos qu'on voit, on voit que c'est un hôpital moderne, tu vois, on se doute qu'il y a tout type de téléphone, tout type de machin, donc il y a vraiment plein de moyens d'avoir des informations fiables, et il n'y a pas d'informations fiables qui arrivent pendant 4 jours, jusqu'à là, pour la première fois après 4 jours, parce que même son site de campagne ne donne pas d'informations, c'est-à-dire qu'ils reprennent les posts de personnes qui savent pas de quoi il s'agit. Donc tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je pars du principe que je crois qu'il est malade. Pourquoi il est malade? Moi, si tu veux, j'ai beaucoup observé l'affaire Skripal ou l'affaire Navalny, et c'était des faux empoisonnements. C'est pour ça que les gens, tu vois, ils étaient pas morts. Navalny, il est mort que la deuxième fois. Et il est mort après avoir reçu un panier de sa femme. Et en fait, c'était juste avant la conférence de Munich et le mec a été sacrifié, comme d'autres personnes ont été sacrifiées pour faire ce qui s'est passé à la conférence de Munich, sa veuve, son machin. Et il y a de nouveau eu des millions d'armes et des milliards d'armes et des milliards d'argent. Voilà. Et le pauvre Navalny, ben, ils ont considéré comme, tu vois, et je pourrais expliquer parce qu'il y a quelqu'un qui a fait toute l'enquête pour expliquer pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé. Et pourquoi Navalny est tombé dans le piège, mais il n'était pas tellement tombé dans le piège, parce qu'il avait prévenu des proches
qu'il allait prendre un produit qui allait faire comme s'il mourait, et comme la dernière fois, les Russes en panique allaient le libérer, tu vois, le laisser partir en Angleterre, et les mecs lui donneraient l'antidote, et voilà, il serait libre, et sauf qu'en fait, ça fonctionnait plus, quoi. Mais là, pour revenir à Banco, effectivement, si quelqu'un voulait le tuer, en Afrique, qu'au bout de 2 jours, tu te dis, il y a un problème de santé, il y a des virus quand même qui circulent énormément là-bas sur place, pour y avoir vécu pendant 10 ans. On sait que tout le monde une partie des gens qui arrivent attrapent immédiatement un virus sur place. Donc, et lui, en même temps, il est déjà allé en Afrique, donc je me dis, en plus, c'est bizarre. Donc je sais pas si il a été attaqué ou pas, mais s'il a été attaqué, il n'a pas été attaqué par des gens méchants. Parce que si les mecs veulent te tuer, quand tu es en plus en Afrique, c'est facile. Oui. Donc, si les Russes veulent tuer quelqu'un, c'est facile. Si les Français veulent tuer quelqu'un, c'est un peu le syndrome Vareg, en fait. Et puis, en fait, la bienveillance du public sur des affaires qui ne sont pas initialement les bonnes et les vraies. Et puis, sincèrement, moi, je le trouve très sympa, et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais sa campagne, elle prend pas, si tu veux. Il n'a pas rassemblé quiconque. Dès qu'il s'est lancé, tout le monde s'est mis à le critiquer sur son logo, sur son machin. Tu sais, il avait choisi un point, un machin. Donc, on voit que dans cette espèce de petit aquarium marécageux, personne réussit à se mettre d'accord. Tu as toujours Asselineau qui pense qu'il est le meilleur, Dupont-Aignan qui pense qu'il pourrait être le chef de file, Philippot qui pense que c'est son heure. Maintenant, tu as lui. En fait, les mecs ont toujours pas compris que la politique, ça ne servait à rien d'autre qu'à occuper la télé et à donner l'impression aux gens qu'il y a un truc qui existe qui s'appelle la démocratie. Ça n'existe pas. On vient de le voir encore une fois en Roumanie. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin d'utiliser leur force et leur énergie pour être des perdants infinis? Enfin, le mec en Roumanie, ça a été invalidé. On voit qu'il y a eu un rôle de la France. La France et l'Europe ont eu plein de rôles. On soupçonne la Russie d'avoir dépensé 1000 balles sur TikTok pour financer des pubs. Mais en fait, on n'a pas réussi à le prouver parce que comme il n'y a plus le SWIFT, c'est compliqué de dire que c'est des Russes parce que ça peut pas être des Russes. Mais là, il y a tous les éléments. Même Valérie Hayé, tout le monde a dit qu'ils allaient s'impliquer. Elle l'a écrit même. On va tout faire pour que ce soit. Tu peux pas t'impliquer plus que quand tu écris ça. Et le Conseil constitutionnel ne veut même pas écouter le type qui est la roue de secours de la roue de secours, qui dit il faut valider l'élection. Et nous, on a des gens qui, comme toi, moi, observent ça et se disent moi, ce sera différent. Moi, je vais passer entre les gouttes du système dans un pays comme la France où c'est absolument impossible. Enfin, t'as le problème des 500 signatures, t'as le problème de l'argent, t'as le problème de la crédibilité. Et donc, se dire que le truc, tu vois... Donc, est-ce que moi je pense pas que c'est ça. Je pense qu'il a après, c'est un marché la politique, parce que quand tu vois le nombre d'adhérents qu'ils ont et ce qu'ils payent par mois et par an. Oui. Excuse-moi. On revient au marchand du temple. Voilà. Moi, j'en avais rencontré qui avait dit rejoins-moi, on crée un parti. Tu verras, il y aura 1 ou 2 millions par an. On pourra se partager ça à 4 ou 5. On peut pas t'attaquer une fois que tu es un parti politique et tout. Enfin, tu vois, il y en a qui réfléchissent comme ça. Il faut mesurer intrinsèquement ce que les gens ont vraiment dans le ventre, dans la tête, et savoir qui est qui, parce que tant que tu ne le sais pas, et malheureusement, tu peux te faire complètement bananer, quoi. Et pour Jovanovic, c'était le cas pendant tout un temps, Et pour Jovanovic, là, c'est encore plus énorme. Si tu veux, la police, même pour quelqu'un qui est un criminel, grand banditisme, etc., puisque la personne qui était avec moi en cellule, qui est arrivée après moi, que j'ai retrouvé, que j'ai trouvé après être allé faire mes empreintes et tout, il était dans la cellule, donc un géant pakistanais qui parlait pas un mot français, qui parlait un tout petit peu anglais, et ils étaient venus le chercher avec 3 quarts, mitraillettes, etc. Donc vraiment grand banditisme. Tu vois, déjà, ils le mettent dans ta cellule. Alors, j'ai du bol, j'ai échappé aux drogués, j'ai échappé aux meurtriers, j'ai échappé, parce que tu peux, tu vois, tu sais pas comment ils décident qui est avec qui. Tu vois ce que je veux dire? C'était plein et il y avait 2 personnes par cellule. Pas que pour la journée, pour la nuit. Il y avait qu'un lit, on était 2. Donc, il y en avait un qui dormait par terre. Assez vite, on réussit à parler et il décide qu'il va dormir par terre. Donc, tu vois, il est plutôt sympa. Et quand je suis parti, il m'a pris dans les bras parce qu'on a pas mal discuté après, tu vois. Parce que moi, comme j'étais très zen, t'as plus l'heure. Alors, je lui dis, allez, on va faire des exercices. Tu vois, je me rappelais Prison Break et tout. Je voyais qu'il avait mal. Alors, je disais, on va s'assouplir la nuque, quoi. Puis au début, il voulait pas faire ça. Et je lui dis, si, tu vas faire comme moi. Puis je lui faisais les exercices et tout.
Et ça lui faisait du bien. Donc on était devenus potes. Et quand je suis parti, le policier qui vient me chercher me dit: ah non, monsieur Scholler, vous avez quand même pas pris ses coordonnées, vous n'allez pas faire du grand banditisme. Mais tu vois, t'es avec quelqu'un comme ça, mais ils ont attendu 6 heures du matin pour aller chercher. Or là, on a quelqu'un où ils arrivent avec le GIPN, les pompiers, les machins, à 1 heure du matin. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une plaisanterie pour piéger la police et pour faire du buzz? Est-ce que c'est on a perdu le fil là, comme ils mettent là, sur le fil là justement, par rapport, parce que tu nous parlais de Pierre là, Jovanovic. Oui. Et comment, si tu veux, c'est en dehors du cadre de la loi d'avoir des personnes qui viennent à 6 heures du matin, en pleine nuit, le GIPN, 20 personnes, machin. Ils ne peuvent venir qu'à 6 heures du matin pour t'appréhender. Ils peuvent pas venir avant. C'est illégal. Donc les seuls où ils peuvent venir avant, c'est qu'ils sont là par hasard pour un flagrant délit. Donc là, c'est pas un flagrant délit. Donc tu sais, c'est les policiers qui passent ou quelqu'un qui appelle, genre Watergate. Il y a voilà. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, soi-disant, qui parle d'un suicide, d'un machin. Donc tout ça se passe la veille de la sortie d'un bouquin. Et ça me rappelle d'un seul coup l'affaire Verhaeghe, tu vois, qui est en train de sortir un bouquin, qui se retrouve en garde à vue, qui fait croire que la garde à vue c'est lié à son bouquin, alors que c'est pas du tout lié à ça. Voilà, donc je dis pas que c'est le cas pour Jovanovic, mais je dis qu'il y a tellement de gens qui ont fait ça que je comprends les personnes qui doutent. Et moi, je ne veux pas m'intéresser à ça. Je me dis, s'ils crient au loup, à un moment, ça leur retombera dessus. S'ils crient pas au loup, eh ben, je suis vraiment triste pour eux. Point. Je suis vraiment triste qu'on leur pourrisse la vie comme ça. Pierre, c'est vraiment un journaliste que je connais depuis très longtemps. C'est quelqu'un d'assez admirable. Hein. C'est un journaliste d'investigation qui était quand même. Je parle de qui? C'est avéré. Mais c'est vrai que sur le mode opératoire, en l'occurrence, il y a quelque chose qui n'est pas possible, quoi. C'est vrai. On m'a dit, des magistrats m'ont dit, c'est pas possible qu'à 11 heures du soir, on débarque comme ça chez lui, quoi. Ben, moi, j'en ai aucune idée. J'ai écrit là-dessus. Et j'ai dit pour l'un et l'autre que j'avais décidé d'y croire, hein, personnellement. Mais moi, quand je crois, tu sais, je suis quelqu'un qui analyse les choses. Donc j'ai décidé que j'y croyais, que je leur faisais confiance. Parce qu'ils m'ont jamais montré qu'ils trichaient avec des choses aussi graves. Donc à partir de là, je leur fais confiance. Mais je dis juste, je comprends à cause de tous ces éléments-là que des personnes puissent ne pas leur faire confiance. Et qu'en fait, il y a une telle confusion que plus personne ne sait rien. Et donc c'est pour ça que pendant 4 jours, mais les gens s'engueulaient au sujet de Branco. Ils s'engueulaient à tous les sujets. Et résultat, t'es Macron, tu vois, les gens s'engueulent, mais dans une flaque. Tu vois ce que je veux dire? La proportion du truc, c'est que t'es comme dans le loft. Tu sais, Love Story. Les gens ils sont dans un petit hangar et la production a fait exprès de mettre des gens qui avaient des profils pour qu'il y ait un couple qui tombe amoureux, un couple qui se déteste, des gens qui se chamaillent. Tu sais, ils ont des psychologues. Il y a un classique sur mesure, là, c'est clair. Et toi, d'après toi, tout cela, y compris même dans la résistance, est télécommandé d'en haut, quoi. Mais parce qu'en fait, ils nous connaissent. Ils savent comment pousser des triggers. Pas forcément directement. Mais par exemple, toi, tu peux avoir quelqu'un qui pendant quelque temps t'approche, a l'air sympa, et il te propose de t'inviter à déjeuner. Et puis finalement, il va subrepticement te faire passer des messages ou des dossiers sur quelqu'un. Par exemple, quelqu'un comme Aurélien, quand il est devenu très connu, l'année dernière. Eh ben, Aurélien, il s'est retrouvé pratiquement avec tous les journalistes de France qui se sont mis à lui apporter des dossiers. Mais qui se sont mis aussi à lui dire, et Xavier Poussard, c'est pareil, à lui dire, tiens, je te passe un dossier sur Richard Boutry. Tu vas voir, t'en croiras pas tes oreilles. Mais non, mais tu rigoles, c'est pas du tout drôle, ça s'est passé. Et donc, les gens utilisent quelqu'un pour régler leur compte avec quelqu'un d'autre. Mais ça peut être des infiltrés. Tu sais très bien que quand tu es sur les réseaux sociaux, si tu passes du temps à répondre, etc., au milieu des gens qui te parlent, t'en as qui vont devenir comme des sangsues. Moi, au tout début, quand je connaissais pas du tout ce monde, en 2020, je répondais aux gens. Et puis, je réalisais qu'il y avait des gens qui faisaient semblant d'être très sympas, qui machin, etc. Mais en fait, ils te prenaient de plus en plus de temps, de plus en plus d'énergie, de plus en plus de machin. Et puis, tu découvrais qu'ils faisaient ça à 3-4 personnes qui avaient ton profil, et ils étaient là pour t'épuiser, en fait. Et comme t'es gentil, parce que t'as ce profil psychologique, ils te mettent quelqu'un
qui va détruire quelqu'un qui a ton profil psychologique. Mais si tu as un autre profil psychologique comme Branco, ils vont te mettre une nana hyper belle, avec des longues jambes, avec une poitrine parfaite, avec un sourire de folie, et qui va aller chez toi, sur ton lit, pour regarder un film. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent exactement quelles sont nos faiblesses. Si ta faiblesse, t'es trop gentil, bah on va te bouffer par le fait que t'es trop gentil. Si t'es un peu séducteur, bah on va te mettre la nana irrésistible. Si t'aimes bien le fric, si t'aimes bien le machin, bah on va te proposer un truc invraisemblable, mais c'est difficile de résister. Et ils savent exactement. Mais comme c'est eux qui déclenchent ça, eh ben ils vont te faire savoir qu'ils le savent. Et si tu résistes, bah ils vont te tomber dessus. Mais c'est eux qui ont créé ce problème chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont créé soit indirectement en te mettant en difficulté, et donc tu as essayé de trouver une solution qui était évidente, parce que d'une manière ou d'une autre, tu allais essayer d'aller dans cette direction, dans ce type de solution. Et le truc est machiavélique, parce que si tu veux, 1000 grammes, en fait, toutes les expériences de psychologie des années 50, 60, 70, elles sont exploitées aujourd'hui sur nous. C'est-à-dire que toi, ton profil psychologique, il est hyper connu. Et ils savent comment t'atteindre. Moi, il est hyper connu. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ne serait-ce que quand tu l'utilises 4, 5 fois, ou même si tu l'utilises pas, qu'elle se contente de regarder tes vidéos, tes tweets ou machin, elle est capable, mieux que les profilers du FBI, de dire qui t'es, tes travers, tes faiblesses, les côtés dans ton ego qui vont... Et donc après, il ne leur reste qu'à activer ça. Et c'est vachement facile. Ouais. Alors, comment sortir de l'ornière? C'est ma dernière question, là, aujourd'hui, d'après toi. Toi, d'abord, pour toi, je dirais, la première question, elle t'est destinée. C'est-à-dire que, effectivement, tu as cette échéance qui est extrêmement douloureuse, là, au mois d'octobre. On t'essaye de pas trop piquer. Moi, j'ai une super copine, j'espère qu'elle écoute. C'est une avocate à la retraite et qui donne beaucoup de temps. Elle s'appelle Françoise. Françoise, merci. Donc, elle est là. C'est comme une petite fée. Elle bosse énormément. Bénévolement, c'est pas l'avocate qui va gérer le dossier puisqu'elle est à la retraite maintenant, donc elle peut plus, il faut un avocat au barreau. Et c'est vrai qu'elle crée tout le paysage, mais elle le fait avec un grand éventail, hein. C'est-à-dire qu'elle va vers la philosophie. Comme c'est une nouvelle loi, il n'y a pas de jurisprudence, qu'on n'a toujours pas le dossier. Incroyable, parce que tu dois remettre la plainte, elle date de l'été dernier. La garde à vue, elle date de décembre. On est le 22 mai. On ne sait même pas encore pourquoi. Incroyable. Il y a eu des questions qui ont été posées, mais on ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas le dossier. Donc, on va avoir un procès où on va peut-être avoir 600 pages ou 30 pages qui arrivent, mais ça pourrait ressembler à beaucoup plus, qu'il va falloir étudier. Et donc, par chance, j'ai cette personne, et l'avocat aussi, hein, il se parle, qui est en train de consacrer tout son temps à ça. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, pour les gens qui croient en le droit, qui croient en la loi, c'est quelque chose qui, dans toute leur carrière, ça ne pouvait pas arriver. C'est-à-dire que tu ne peux jamais avoir un président ou sa femme en exercice qui a une telle mainmise sur la presse, sur tout ça, et qui ose dire qu'il a été harcelé au pays de Charlie. Non mais... c'est vrai que c'était... Tous les ans... Tous les ans. On peut imaginer ça dans la presse il y a de cela encore 7-8 ans, quoi. Et c'est Charlie qui m'a fait le portrait le plus vitriol sur moi, nommément. Et le canard enchaîné. C'est-à-dire que ces journaux qui sont censés être dans l'opposition, etc., qui deviennent en fait les instruments pour que personne ne te tolère. Ce sont les valeurs inversées, exactement. C'est ceux qui attaquent, qui sont les soi-disant victimes, sont les persécuteurs. Exactement. Tu sais, tu as cette couverture de Paris Match qui date de décembre ou janvier, je sais plus. Et la couverture, c'est elle. On dirait qu'elle a 30 ans sur la couverture. Pour la reprendre. Et il y a marqué « La guerrière, elle va rendre coup pour coup ». Donc t'imagines, elle a porté plainte contre toi 15 jours après. Elle fait la couverture. Et donc, elle a porté plainte. T'es mis en garde à vue. Tous les journaux parlent de cette garde à vue, de cette bande de sales merdeux, de petits minables, de gens qui croient que la Terre est plate, qu'il y a des reptiles qui sont cachés dans les corps humains. Parce que c'est comme ça que les trucs sont présentés. Hein. Parce qu'évidemment, ils parlent pas de ce qui pourrait être le sujet. Tu vois, sur le genre, etc. Mais, et t'as la couverture. Et le premier article de Paris Match, enfin, tu vois, la première partie de l'article, pour être sûr que tout le monde lit, c'est sur cette plainte
sur les gens qui ont été mis en garde à vue. Donc, en fait, ils ratissent de tous les côtés. Tu as tout le prisme de Charlie Hebdo, AL, en passant par Gala, en passant par le journal du dimanche. En fait, après ça, tu peux même plus sortir dans la rue sans avoir besoin de baisser la tête. Alors, moi, il se trouve que j'en ai rien à foutre. Ouais. Donc, ça les emmerde. Mais, tu vois, enfin... Ouais, après, tu sais, c'est le principe du berger avec les moutons, hein, qui n'arrive pas à les faire rentrer, hein. Au bout d'un moment, il en tue un devant les autres, et puis après, les autres, ils rentrent le soir au quart de tour, hein. Il n'y a plus de... Mais c'est ce qui se passe. Il n'y a plus d'obstruction. Donc, toi, ils font de toi, de ton cas, un exemple, d'après toi. Ouais, mais c'est ce qui se passe, Richard. C'est ce qui se passe surtout. C'est-à-dire, tu as n'importe quel événement, les gens se disent, oh là, je vais pas en parler. Donc, pendant 4 jours, peut-être que Branco est en train de mourir, puisqu'il n'y a pas de contact. Encore une fois, c'est le plus troublant. Comment personne n'a d'informations, ni son équipe de campagne, ni Aurélien, dont ils sont hyper potes, ni personne. Jovanovic, depuis, il n'a pas été mis en garde à vue, il n'a pas été interrogé par la police. Enfin, tu vois, il y a une enquête, mais est-ce qu'il cherche quelqu'un qui a fait passer un faux appel, un faux email, un faux machin? Enfin, bref. Et personne ne peut rien comprendre. Donc, chacun raconte quelque chose. Et on vit dans un monde qui est totalement déséquilibré et déséquilibrant. Comme tu disais, on est épuisé à la fin. Donc moi, je reste hyper zen. Ouais, le vrai problème, excuse-moi là-dedans, c'est que, si tu veux, il n'y a pas de journalistes dans ce métier-là. Exactement. Et on est très, très peu de journalistes. Il y a Berkoff et moi, en fait. Tu vois, il y a pas 36 000 de gens qui ont une carrière mainstream, qui ont été dans la presse, qui sont aujourd'hui dans la dissidence, dans l'opposition. Il n'y a pas 36 000. Et les autres font, à partir de rumeurs, des émissions phares pour faire monter ou descendre un phénomène, si tu veux. C'est le problème. Et c'est pas ça, le journalisme. Et ça décrédibilise l'ensemble. Donc et d'ailleurs, ils le font en voulant imiter. Au bout d'un moment, on se rend compte de la réalité, quoi. Mais on profite pas d'un phénomène comme ça à chaud pour faire monter ou descendre quelqu'un, quoi. Tu vois ce que je veux dire, sans discernement aucun et sans élément à la clé. Parce que là, ensuite, tu fais rentrer les gens qui nous suivent dans une sorte de melting pot et ils ont du mal à discerner, quoi, dans ce marigot ambiant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu as un mimétisme très fort. Donc toi, tu as réussi à créer un nouveau modèle, alors que tu avais une longue habitude de la télé. Mais les autres, en fait, essaient de recréer, comme une grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf, les médias qui sont censés critiquer, en fait. Et tu regardes, hein, c'est vraiment comme une maladie, quoi. Des studios, des émissions de plateau, des émissions de radio-trottoir, tu vois, toi, t'essaies. Et puis en plus, moi, ce que je crois dans le journalisme citoyen, et on voit bien les modèles qui marchent aux États-Unis, c'est Tucker Carlson, Joe Rogan, Candace Owens, c'est quelqu'un qui accepte de porter sur lui, sur son nom, comme le nom l'indique, journaliste citoyen, quelque chose. Parce que dès que tu commences à être une équipe, dès que tu commences à être une rédaction, dès que tu commences à être machin, tu deviens le plus petit dénominateur commun de ce que tu aurais envie d'être. Et toi, l'avantage, c'est que, et moi c'est pareil, hein, c'est que je dis ce que j'ai envie de dire sans que je sois tout le temps stressé à l'idée que un autre journaliste avec qui je bosse claque la porte en disant non mais putain t'as dit ça, moi je peux pas rester lié à toi ou associé à toi d'aucune manière. Et donc en France, après, on ne regarde pas les modèles. On avait fait ça d'une façon plus professionnelle parce que là, tu vois, ça reste extrêmement amateur et j'ai un des téléspectateurs qui du reste m'a envoyé des maquettes ce matin en disant tu as amélioré ton image, tout ça, c'est pas possible. Bon, bref. Au niveau technique, c'est quand même complètement abracadabrant parce que j'ai pas. Mais les gens, ils aiment ça. J'ai pas du tout ces notions-là et je mets mal en valeur les images des uns et des autres, la mienne, mais aussi celle des invités, toi, ce qui est encore plus important. Donc bon, c'est pas forcément extrêmement bien présenté tout ça, toi, même si le fond est là et que les gens sont extrêmement nombreux le soir, parce qu'on a quand même 10 000 personnes pour une émission que j'ai montée il y a 4 mois, tous les soirs. C'est incroyable. Hein. Ouais. Et là, on est 10 000. Hein. Là, il y a 10 000 personnes. Tu verras demain soir, on sera à 12 000, 13 000. On est à 13 000 quasiment tous les soirs maintenant. Je dis 10 000, mais en fait, c'est 13 000. Tu vois, la moyenne, c'est 13 000. Bon, mais c'est rien par rapport à la minute. Ça me prend 2 heures d'antenne. Ça rapporte 13 000 et je fais 1 minute, avec du fond, hein, et puis c'est quand même énormément de travail. Comme tu disais tout à l'heure, tu vois, en background, il y a des dossiers, il y a des appels, il y a des multitudes d'informations qui sont prises à gauche et à droite, il y a des images qui sont montées, tout ça, bon, bref. Mais tout ça, c'est quand même plus rapide à faire la minute et ça a un impact beaucoup plus important, en fait, que ces émissions du soir. Mais ces émissions du soir permettent le longtemps, comme tu dis, permettent de discuter, de découvrir quelqu'un. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ça. C'est la rencontre. Et avec toi, c'était une très belle rencontre. Je tiens à te le dire ce soir, Bertrand.
et c'est merveilleux de t'avoir eu. Malheureusement, les conditions n'étaient pas optimales puisque tu étais dans la voiture, on voyait l'image baisser au fil de, en tout cas, c'est le seul endroit dans la région où je suis où ça capte bien. En tout cas, tu vas avoir un comité de soutien autour de toi ou pas? Ou tu veux mobiliser du monde ou tu veux qu'on soit derrière toi? J'ai un certain nombre de personnes. Ouais, mais je pense que on va être 4. Donc je pense que on espère qu'il va y avoir du monde parce que qui les 4, on me demande. Il y a Aurélien et il y en a 2 autres. Je ne sais pas trop si je peux dire leur nom parce que tu vois c'est des personnes qui sont des fonctionnaires ou des gens qui. Ah d'accord. La presse en fait elle a balancé le nom d'Aurélien et le mien parce qu'on était en fait des personnages plus gros entre guillemets. C'est-à-dire les gens savent qu'on existe. Hein. Bah écoute Richard, merci beaucoup. J'ai été ravi. C'était un immense plaisir et puis on se tient en contact et puis on se rappelle bientôt et tu reviens quand tu veux sur cette antenne. Hein. Moi j'espère que tu pourras revenir en France vite. Hein. Bah écoute, j'attends qu'il y ait un changement de régime. Alors à t'écouter parler ce soir, malheureusement on n'est pas la veille du jour là. Bon, on l'aura bien compris. Merci à toi, bon courage. Bonjour à tous. Merci à tous et à demain soir avec Jim. Et avec Abdel demain soir sur cette antenne. Ah bah salut Jim. On va parler de Gaza. On reparlera de cette émission ce soir parce qu'ils l'ont vu, je pense. Ouais, salut Jim. Ouais. Et Abdel aussi, je connais, je l'ai croisé chez TVADP. Ah, ils sont formidables les deux là. Ouais, vraiment ouais. Allez Bertrand. Salut Richard. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land the glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, when freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous s'il vous plaît à mon Substack.